Bienvenue sur Corps et Esprit, le podcast qui prend soin de votre santé physique et de votre santé mentale. Aujourd'hui, 15e épisode, on est avec Bastien et François. Comme d'habitude, on se retrouve dans les studios de la Capsule qui nous accueille sur Paris. François, Bastien, comment ça va les mecs? Très bien, ravi d'être ici. Merci à vous d'être venus. Donc Ouais, Bastien, merci. toi, tu es plutôt connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Le Druide Moderne. Ouais. Toi, François, c'est François Benavente, Benavente. naturopathe. Donc c'est très bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Bastien, vas-y, je t'en prie, Ouais. commence un petit peu. Je vais expliquer vite fait mon petit parcours pro, on va dire. Donc, moi, je viens du milieu scientifique. Donc, j'ai fait un doctorat en neurosciences. Je travaille en tant que chercheur enseignant pendant à peu près 5 ans. Et en parallèle de ça, en fait, je me suis vachement intéressé à la santé d'une manière holistique, par expérimentation personnelle, parce que j'avais des problèmes de santé, principalement des troubles du rythme cardiaque. Donc, j'ai voulu me reprendre en main. Donc, j'ai commencé à me reprendre au niveau de l'alimentation, au niveau du sport. Puis petit à petit, en fait, j'ai élargi comme ça mes champs d'intérêt pour intégrer d'autres pratiques au niveau même de la méditation, de la respiration, les plantes médicinales, les compléments alimentaires, etc. Et puis, il y a à peu près 1 an et demi, je me suis lancé sur les réseaux. Donc là, je partage en gros du contenu sur la connexion avec la nature, la santé hormonale des hommes, la santé masculine. Ouais, il y a plein de thématiques comme ça qui m'intéressent. Ok, trop bien. Et toi, François? Moi, je suis simple naturopathe, mais un naturopathe en fait qui a goût aux auteurs anciens. C'est-à-dire que dans les années 1930, même avant, on avait des auteurs qui passaient une vie à écrire un livre. Et je me reconnais pas spécialement dans la naturopathie que je vois aujourd'hui, bien qu'on a la chance d'avoir des collègues naturaux sur les réseaux qui, comme moi, un petit peu, vont faire des choses plus essentielles. Et voilà, moi, je lis beaucoup de tout, des livres récents, des livres anciens, des livres d'aujourd'hui, des livres d'hier. Et j'apprends, je fais mon petit chemin. Et voilà, quoi, je communique sur les réseaux ce que j'apprends. Ouais, vraiment, on mettra les liens en description. Vous Carrément. êtes deux puits de science, donc c'est très bien de vous suivre. Et tu parlais de naturopathe, un truc que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment cette vision des naturopathes. On en avait discuté, toi et moi aussi, tu sais, très. Oui, mais ça, c'est bien, ça, faut pas, attention, pas trop de sport, pas trop de soleil. Et en fait, toi, t'arrives et tu dis non, il faut faire de la muscu, il faut faire ci, il faut faire du soulevé de terre. Je me dis, ah putain, enfin, un naturopathe, j'ai l'impression des temps antiques, quoi, de la Grèce antique, qui va te dire le sport, le corps, l'esprit, c'est le nom du podcast, ça tombe bien, donc c'est ça que j'avais kiffé, ouais. Ben ouais, parce que moi, dans les naturopathes que je lis, Marchesso, avant les années 70, on soigne un foie à coups de soulevé de terre. Non, Ah si, C'est sur incroyable. le livre hépatique, on parle de soulevé de terre. Il y a des mouvements avec des rotations de bâton et des mouvements au sol de gainage et tout. On est dans une logique biologique qui amène à une pratique. Et la musculation, la fonte, ça fait partie du top 3-4 des techniques majeures qui représentent 90% de l'hygiène de vie naturelle. Mais ça a été 90%. complètement oublié, ça. ah ouais, Ah je oui. pense. Hein. Les naturopathes aujourd'hui ne naturopathes, prescrivent pas du soulevé de terre. hein. T'en vas Parce pas que- beaucoup font de la muscu. hein. Non. Je veux dire un truc complètement gratos, mais on se retrouve du coup avec, je vais pas me faire des amis, depuis 20 ans avec une naturopathie très parisienne, de gens qui sont arrivés à une naturopathie par la maladie, par la voie de la maladie. Ouais. Ils viennent pas forcément avec des points forts et qui vont entendre cette information, ça va passer par une oreille, ça va ressortir par l'autre, et qui physiquement, au bout de 20-25 ans de naturopathie, il y a toujours pas de pec, quoi, il y a toujours pas de biceps, ils ont loupé un cours, quoi. C'est super intéressant. Et du coup, on a parlé un peu d'ancestralité. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'une alimentation ancestrale? Voilà, chacun votre tour, Ok. votre définition Ouais, ma un peu définition, de ça. ouais. Pour moi, l'alimentation ancestrale, c'est en fait finalement essayer de manger un petit peu comme mangeaient nos ancêtres. En tout cas, s'en rapprocher le plus possible, donc manger brut, le moins transformé possible, manger des aliments les plus denses en nutriments, essayer de manger local, de saison. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on vit dans un environnement qui est complètement transformé. On vit souvent en ville, du coup, on est complètement dévitalisé. Il faut savoir aussi que les sols, maintenant, aujourd'hui, sont beaucoup moins riches en nutriments qu'avant. Donc, on utilise énormément de pesticides. Donc, en fait, tous les fruits et légumes qu'on produit aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nutritifs qu'avant. Du coup, on est obligé de trouver des petites stratégies pour essayer de compenser finalement ce manque de vitalité. Donc, pour moi, l'alimentation ancestrale, c'est essayer de faire comme faisaient nos ancêtres, mais avec des petites astuces qu'on va pouvoir intégrer pour se revitaliser, comme les jus de légumes, toi t'en parles beaucoup. Les compléments alimentaires aussi, je trouve que ça a leur place, si c'est bien utilisé.
ou alors des aliments qui sont très denses en nutriments, comme par exemple les abats. Voilà, ça, c'est des aliments qu'on mange plus aujourd'hui. Et nos ancêtres, pas si lointain que ça, ils en mangeaient encore. Nos grands-parents. Nos grands-parents, ils mangeaient les animaux de la tête à la queue, tu vois. Et Belle expression. tout était rentabilisé. La vie de l'animal, elle était rentabilisée. Et en plus, ce qui est intéressant avec les abats, c'est que c'est les aliments les plus denses en nutriments. Dans les abats, tu as plein de vitamines, de minéraux à des quantités astronomiques. Et en plus, c'est biodisponible. Donc en fait, on passe à côté, limite, de la meilleure partie de l'animal, tu vois. Aujourd'hui, on mange que les viandes musculaires. Et en fait, on se rend compte que dans les abats, tu as presque tout ce qu'il faut, on va dire, en termes de nutriments. Tu complètes ça avec des jus de légumes, avec une alimentation variée, t'es au top, quoi. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. C'est très vrai. Et tu vois, cette notion de on mange que de la viande musculaire, poulet, steak 5%, ça n'apporte rien. Et une fois, je discutais avec un végétarien et il me disait, mais comment tu peux manger un animal et le respecter? Et je lui dis, ben moi, même si je mange des animaux, je les respecte parce que je les mange en entier. Je n'achète pas le blanc et je ne jette pas le foie, je ne jette pas les abats. Quand un animal meurt pour que je me nourrisse, il n'y a pas que 50% de l'animal qui finit dans ma assiette, il y a 100%. Et tu peux faire des bouillons d'os, enfin, il y a pas de plein de trucs. Toi, c'est quoi ta vision de l'alimentation ancestrale? Est-ce qu'elle se rapproche de celle de Bastien ou pas? Oui, elle se ressemble beaucoup, mais je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai grandi pas mal avec mon grand-père, et lui, quand il arrachait une salade du jardin, il montrait le cul de la salade et il me disait, tu vois, la salade, on la mange pas dans 5 jours comme elle fait ta mère, tu vois. La salade, ouais, c'est ça, c'est un savoir ancien. Il m'a dit, la salade, tu vois, elle s'oxyde après, peu importe qu'elle soit bio ou pas. Et quand on allait pêcher, ton poisson, l'œil du poisson, il est bien vif une fois pêché. C'est pas comme chez ton poissonnier où c'est blanc, où ça pue et tout. Donc il y a une certaine fraîcheur, il y a une certaine localité. Et en fait, c'est juste notre programmation depuis peut-être plus de 10 000 ans où nos ancêtres ont toujours fait comme ça. Et puis nous, en fait, depuis l'ère industrielle, on s'est petit à petit décalé des besoins physiologiques et naturels de l'homme. Les Grecs nous ont apporté ça. Hippocrate, même Pythagore. On salue. et même Platon et tout. Mais non, c'est Pythagore le premier à avoir apporté cette notion. Où nous, en fait, on est depuis 50 ans à essayer d'avoir toujours plus de ça, plus de ça, plus de ça. Et eux nous ont apporté l'information suivante. Non, vous devez être de plus en plus proche de vos besoins physiologiques et naturels, collés à votre programmation. Voilà. Et pour vous donner un exemple, je vais partir un peu loin. Vous voyez, là, il y a une petite plante verte là-bas. Elle est... non, je parle, il y a un petit pot là-bas. Ce petit pot, il galère, tu vois. Il y a une plante, il n'y a pas vraiment de soleil, il y a une température et autres. C'est-à-dire que le cahier des charges de cette plante fait que j'ai beau lui mettre de l'eau, de l'engrais, comme nous, on mettrait des compléments alimentaires ou autres, je ne répondrai pas déjà à son besoin fondamental de température, de pH, de terre et autres. Les hommes, c'est pareil, c'est de la botanique en fait. On doit tout simplement gérer les besoins physiologiques et naturels de l'homme. C'est du bon sens. Le bon sens fait le bon sang, S-A-N-G, disait Pierre-Valentin Marchis. Limite, on est comme des plantes finalement. On a besoin de soleil, on a besoin de connexion à la terre, on a besoin d'être connecté à la nature et ça, on l'a complètement oublié. Donc maintenant, tu vis enfermé entre 4 murs, éclairé par des lumières artificielles toute la journée. Tu vois pas le soleil, tu te connectes pas à la nature et il y a de plus en plus d'études en plus qui montrent que le simple fait de marcher dans la nature, en fait, c'est hyper relaxant. Tu as plein de bienfaits, même au niveau immunitaire. Et en fait, c'est la modernisation qui nous a isolés de la nature. Et maintenant, il faut trouver des solutions. Je sais que c'est pas facile, tu vois, la plupart des gens vivent en ville. C'est ça. Mais il faut essayer comme ça de retrouver cette connexion le plus possible, quoi. Parce que ça fait vraiment une différence énorme. Et pour rebondir sur ce que tu dis, les hygiénistes nous ont apporté une réponse naturelle pour répondre à des besoins naturels et les naturopathes nous ont apporté une réponse artificielle pour répondre à des besoins naturels. Par exemple, Lumino, muscu avec la salle de sport. Il y aurait quoi d'autre? Même l'hydro avec tout ce qui va être sauna et tout, ce sont des outils artificiels pour répondre à des besoins naturels. Ouais, c'est ça. Donc tu ne conseilles pas la muscu et les saunas? Ben si, complètement. Du coup, ce sont des outils artificiels qui répondent à mon besoin naturel. C'est-à-dire que mon homme de Cro-Magnon, il y a 3-4 000 ans, finalement, il avait tout. C'était un athlète de haut niveau. Il avait une adaptation d'un point de vue musculaire, même chaud-froid, même par rapport à la diète, qui était fou. Moi, je vais être obligé d'une fois par mois, de muscler ma capacité à faire de la diète, de muscler ma capacité chaque semaine à soulever de la fonte, pour pas justement devenir un sous-homme tombé dans une moiteur comme les naturopathes des années 70. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, par exemple, pour les légumes, donc ce côté frais, c'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, les légumes, au supermarché, on oublie. Même chez les marchés, il faut leur demander, excuse-moi, est-ce que vous l'avez cueilli à 24 heures? Donc, ça veut dire qu'il faudrait presque faire ses courses tous les jours. Est-ce que ça a quand même un intérêt de manger des légumes ou il faut les prendre que surgelés? C'est quoi un peu... Bonne question.
Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas de solution idéale. Il faut faire au mieux en fonction de ses moyens aussi. Je veux dire, c'est très peu pratique pour la plupart des gens d'aujourd'hui. Faire des courses régulièrement tous les Oui. jours, une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, tu peux congeler aussi, prendre des produits surgelés. Enfin, moi, je suis pas contre. Je trouve que ça garde quand même un maximum de nutriments. Tu vois, tu prends des produits congelés ou tu les congèles. Après, pas tous les légumes, bien sûr. Mais sinon, ouais, faire au mieux, quoi. Et cuisiner rapidement. Surtout moi, quand j'achète des légumes, par exemple, je sais qu'il y en a certains qui vont très vite se dégrader. Mm. Tout ce qui est salade, feuilles vertes, etc. Donc, Ce qui est fragile un peu. ce qui est fragile, Ouais. voilà, je vais les consommer en premier. Et je fais comme ça, et puis ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et après, il y a d'autres types de légumes qui peuvent être intéressants, je trouve. C'est tout ce qui est légumes lacto-fermentés. Donc, en fait, c'est des légumes crus qu'on va laisser fermenter. Et en fait, d'une part, ça va augmenter leur teneur en nutriments. Et il va y avoir des probiotiques aussi. Par exemple, on prend la choucroute. Je crois que la lactofermentation, ça augmente de, je sais plus combien, 30 fois la dose en La vitamine vitamine C. C, C'est ça, non? Mhm. Comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et en plus, ça se conserve super bien. Donc, tu peux les garder dans des bocaux pendant très longtemps. Même quand c'est pas ouvert, tu le gardes même pas au frais, tu vois. Et après, tu t'en sers. C'est très pratique. T'as même pas besoin de cuisiner. Donc, moi, j'ai toujours, tu vois, dans mon frigo, un bocal de choucroute lacto-fermentée ou d'autres légumes lacto-fermentés pour rajouter comme ça de la vitalité dans ton plat sans trop de contraintes, finalement. Tu vois, tu en prends un peu, tu le mets et c'est bon. T'as pas C'est besoin de facile à cuisiner. faire. J'ai jamais testé. Ok. Mais apparemment, c'est pas très compliqué, je crois. Faut juste un peu de temps et d'organisation. Ouais, et puis de l'espace, quoi. L'espace, ouais, c'est ça. Ouais. Et t'achètes ça où, du coup? Déjà tout fait. Mhm. Dans les magasins bio, en général, tu trouves assez Ok. facilement. Ouais. Même dans les magasins non bio, certains supermarchés, tu peux en trouver. Ok. Dans le rayon bio, en général. Ouais. Ok, top. Tu veux rebondir sur quelque chose ou- Ouais, moi je suis d'accord pas mal avec toi, Bastien, sur le fait qu'on avance en baby step by step. Ouais. Des fois, c'est un énorme progrès de quelqu'un de passer justement avec que des produits congelés. Et puis après, au bout d'un an, cette personne a maturé un peu sa manière de voir l'alimentation. Et puis elle va commencer à aller du coup chercher des petits producteurs. Et puis la personne qui est au top du top et qui aura une AMAP, donc ces associations finalement où des acheteurs se regroupent et vont fournir les moyens pour un producteur de légumes de faire du super frais. Et là, on a du local de saison super frais. Et là, on est au top du top. Et puis après, il y a ceux qui refont un petit peu en arrière. Parce que de temps à autre, il faut aussi avoir 20% de déconnexion et de manger, se faire plaisir avec une notion plutôt émotionnelle. Voilà. Ouais, 80-20, c'est bien. Ouais, 80. Mm. Ok, ouais, bon. C'est le classique, mais c'est important de le rappeler parce que les gens Ouais. n'ont pas Ouais. forcément conscience. 80-20. Et surtout sur les réseaux, on voit souvent une image du mec qui mange parfait tout le temps. Mm. Et voilà, le plaisir, c'est important aussi. Ah oui, Faut, clair. vaut mieux une diète que tu arrives à tenir sur le long terme et qui n'est pas optimale, plutôt qu'un truc qui soit parfait, tu vois, mais que tu n'arrives pas à tenir. Donc, les gens, des fois, ils se mettent trop la pression, j'ai l'impression. Je vais vous donner une petite image. Vous voyez l'alimentation un peu comme un métronome qui essaye toujours d'atteindre l'idéal, mais qui va jamais, en fait, qui va repartir de l'autre côté. Et en fait, vous essayez jamais d'atteindre l'idéal. L'alimentation, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez toujours des bénéfices et puis quelque chose que votre corps va chercher à éliminer. Et le fait de manger local de saison le plus frais possible, en écoutant vos envies, eh ben, c'est peut-être là où vous avez le moins de chances finalement de faire une erreur. Et vous avez toujours le biofeedback. Comment vous vous ressentez après manger, si vous avez un coup de barre? Comment vous vous ressentez le soir? Comment vous vous ressentez 3 jours après? Et la semaine prochaine? Et votre reflet dans le miroir? Tout ça vous donne une indication. Comment vous vous sentez au niveau d'une pathologie qui vous définit? Par exemple, il y en a qui vont avoir la langue blanche, il y en a qui vont avoir des problèmes de parodontite. On a chacun son thermomètre intérieur. Et l'alimentation doit être cyclée. Le cycle des règles pour les femmes, le cycle lunaire par rapport à la pousse des fruits végétaux, les saisons également, le chaud, le froid, nos rythmes de travail, notre rythme de famille. Tout ça doit être pris en compte avec un bon sens, sans trop apporter finalement à trop réfléchir, à vouloir vraiment rendre le côté cartésien, mais plutôt être dans le biofeedback. Et ça, c'est un truc qu'on oublie trop. Ouais, écouter son corps, quoi. Ouais, c'est important. Ouais. Et justement, pour ce qu'on peut faire au quotidien, est-ce que pour vous, la prise de compléments alimentaires, c'est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui? Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, quotidiennement, ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant, de nos jours? Nutripreneur arrive bientôt. Moi, je dirais, ça dépend déjà des compléments. Ça dépend des personnes, mais pour une majorité de gens, je dirais que c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'on voit que tu as des carences en magnésium qui sont énormes. Tu as des carences en vitamine D qui sont énormes, parce que voilà, on prend plus le soleil aussi. Donc il y a certains nutriments qui
sont très difficiles en fait à apporter, je trouve, par l'alimentation et qui nécessitent une complémentation. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas prendre n'importe quelle forme de complément. Voilà, il y en a qui sont mieux assimilés que d'autres, etc. Mais voilà, moi, je conseille la plupart du temps quand même de se complémenter quand on a certaines carences. Mais forcément, il ne faut pas aller dans l'extrême non plus. Tu ne vas pas consommer 50 000 compléments tous les jours. Juste cibler, voilà, c'est ce qui manque et voilà. Je pense que ça devient nécessaire aujourd'hui, quoi. Et ton top 5 des meilleurs compléments. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, on va prendre un truc Pour global. monsieur, madame, tout le monde, ouais. Je te dirais, la plupart du temps, ça va être vitamine D en hiver, au moins. Ouais. Magnésium, zinc, ça peut être pas mal aussi. Les oméga 3, avant, j'étais vraiment pour. Maintenant, j'ai changé d'avis. Ah ouais? Parce que, alors, en fait, si tu veux, la plupart des compléments alimentaires, enfin, des marques de compléments qui fournissent tes oméga 3, ils vont pas les conserver dans des bonnes conditions. Donc, en fait, ça va vite s'oxyder. Et ça va être complètement contre-productif. Donc, au lieu d'enlever de l'inflammation, ça va en créer. Donc, si tu trouves un bon fournisseur, ouais, moi, je te dirais c'est bon. Sinon, vaut mieux éviter. Voilà. Ah ouais, ok, je vois. Effectivement, on dit souvent de les mettre au frigo. Ouais, tu les mets au frigo dès que tu les as, à l'ombre, au frigo, voilà. C'est la base. Mais même ton fournisseur, normalement, il est censé te livrer tes oméga 3 dans un sachet isotherme, tu vois, pour que ça garde vraiment le frais, quoi. Donc, si c'est pas le cas, moi, je ferai attention. Quoi. Ok, c'est intéressant. Ouais. Il en manque un, tu veux le donner, François, ou tu l'as en tête? Bah moi, je veux bien répondre à la première question aussi, parce que du coup, c'était une question qui était pertinente pour ou contre les compléments alimentaires. Et je vais répondre avec deux auteurs qui se sont déjà posé la question. Peut-être ça va emmerder les gens, mais on va poser comme ça. Paul Carton qui disait en 1930, hygiéniste français de base, qui disait non, parce que si vous commencez à donner des compléments alimentaires, les gens ne feront pas attention à leur alimentation. Et un autre auteur qui, aujourd'hui, contemporain, Michael Degendil, qui a vendu le plus de livres de musculation, toutes langues confondues, donc grand monsieur, qui nous dit, écoutez, plus vous mangez mal, plus vous avez vraiment intérêt à prendre des compléments alimentaires, parce que le peu de bénéfices que vous avez apporté, ça fait un effet catalyseur et vous allez vraiment bénéficier plus que les autres qui sont déjà full micronutriments. Et je vais plutôt de l'ordre du coup de Michael Degendil. Je suis pour la complémentation, tout en ayant du coup ce message de dire aux gens, voilà, on va quand même travailler à fond sur la structure alimentaire. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Oui, c'est pas un produit évidemment. miracle, c'est vraiment le but. On fait des bonnes fondations, on met tout à bien, et puis après, comme ça suffit pas, comme on a dit, les sols sont de plus en plus pollués, le stress, la pollution en général, bah, malheureusement, les nutriments, on en a de moins en moins, d'où le fait de se complémenter. Et puis tu vois, effectivement, la vitamine D, la vitamine C, quand tu vois que les pommes, les oranges non plus, je sais pas quand elles ont été prises. En fait, il y en a qui te dit, là je suis sûr qu'il y en a un, il écoute tes podcasts, il dit, mais attends François, tout à l'heure tu parlais de l'homme de Cro-Magnon, maintenant tu me dis qu'il faut se complémenter. Mais c'est parce que c'est des modes de vie tellement différents. On ne peut plus comparer. Stress, pollution, perturbateurs endocriniens. Maintenant, en plus, on fait du sport et quand tu es entrepreneur, mais tes besoins sont énormes en fait. La recommandation de 400 mg de magnésium, tu peux limite faire un x2. Et quand tu te dis, bon, comment j'ai mis 800 g de magnésium? Épinards, chocolat noir, c'est drôle. Tu vas dire flocon d'avoine, puis des fois pas trop parce qu'il y a des antinutriments. Donc en fait, tu vas dire, c'est un vrai casse-tête. Hein. Sinon, tu as l'immersion en eau de mer. Ouais, mais encore, c'est très mal absorbé, quoi. Ouais. Enfin, une petite partie, il me semble, mais c'est pas... Les transcutanés, le magnésium, donc ça passe un peu, mais c'est pas... Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Pas du bisglycinate, quoi. Ouais. C'est un petit plus, on va dire. Tu fais un petit bain au sel d'Epsom, c'est relaxant, diminue ton stress, donc tu consommes moins de magnésium en même temps. Oui, voilà, c'est peut-être indirect, ouais. Le sel d'Epsom, ouais, super ça. Mais justement, votre top 3 aliments, si vraiment on essaie d'en retenir que 3, qu'est-ce que vous mettriez? Réfléchis. Il y en a un pour Bastien, je sais ce que c'est. Ouais, je pense que tout le monde le sait. Je suis sûr qu'on a les mêmes, toi et moi. Peut-être. Je sais que tu penses au... Attends, l'initial, c'est FDB. FDB, bon, il va le dire, Bastien, donc ça... Ah oui, c'est vrai, ok. Et puis, ce qu'on mange tous les matins. Ouais. Puis après, le troisième, je sais pas ce que tu mettrais. Le Kunyaman. Au plaisir. C'est difficile. 3, c'est pas facile. Moi, je dirais... 5 qu'on accepte. Hein. Je dirais Abba, donc fat bœuf, voilà, FDB, par exemple. Fat bœuf. œuf voilà. et cacao. Ok. Cacao cru, 100%. Intéressant. Et toi, moi, j'ai du mal à répondre à la question, mais je vais détailler pourquoi. Parce que j'adore les œufs et j'ai la faiblesse aussi d'en manger toute l'année. Mais une poule, en fait, elle arrête de pondre quand il y a moins de 12 heures. C'est marrant.
Et le corps est plutôt bien fait. Un marqueur qu'on appelle les IgG, c'est-à-dire un globule blanc que vous avez au niveau de l'intestin qui est assez intéressant, et une mémoire immunitaire de 5 semaines. Et c'est un marqueur surtout sur toutes les maladies auto-immunes et tout. Et en fait, on n'est pas fait pour manger tout à l'année. Les œufs, on ne peut pas en manger toute l'année. Ah ouais? Non. Pas tous les matins pour toi. Pas tous les matins. Il faudrait au moins faire une pause de 5 semaines nettes par rapport à cette réaction aux IgG. Je trouve ça très Ok, c'est intéressant intéressant. d'avoir des cycles. Ma poule, elle pond quand elle a 12 heures de lumière. Par exemple, pour mes vaches, mes vaches, c'est des cycles avec le veau, c'est pareil. Donc, il y a des cycles par rapport aux produits laitiers. Tout dans la nature est cyclé. Donc, ce serait quelque chose d'émotionnel de dire un top 5 au niveau de mes aliments, mais d'un point de vue santé, je ne serais pas forcément pour. Oui. Après, moi aussi, j'adore les œufs, j'adore les abats aussi. J'adore les brocolis, j'adore tout ce qui est fruits et légumes. Ouais, on aurait pu me placer les huîtres, je pense. Ouais, les Ouais. huîtres, oui, j'avoue que c'est pas mal aussi. Qui sont cyclés aussi. Oui, mais en fait, tout est cyclé. D'ailleurs, pour moi, ça, je trouve qu'on s'en est rendu compte parce qu'on a voyagé un peu en Asie. On a la chance d'avoir des saisons, donc des aliments qui changent. Non, mais tu vois, en Asie, c'est trop bien. T'arrives, t'as ton fruit de la passion, tu te rends compte que tu l'as à l'année. Et donc, c'est dommage, t'as pas ce changement. Tu te dis, nous, en France, rien que melon, pastèque, fraise, pêche, abricot, c'est des fruits d'été. Puis l'hiver, t'as orange, clémentine, mandarine, citron, poire. C'est incroyable, ce changement. On se régale en fait à l'année. Et tout à l'heure, on parlait des supermarchés. Je trouve qu'au moins en France, on a la chance d'avoir des supermarchés de qualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Tu vois, en Asie, c'était l'horreur. On ne savait pas si c'était dans un supermarché, dans une bande d'arcade. Tellement il y avait de packaging. Toutes les couleurs, ça faisait des mal. pieuvres surgelées que tu mangeais en bâtonnet. Tu te dis, mais ça fait peur. Et tu vois, bien sûr, il y a plein de choses à améliorer encore chez nous en France. Ouais. Mais au moins, il y en a plein de supermarchés, il y en a partout. Et tu peux, même si c'est cher, tu vois, même dans un Carrefour, tu as cacao brut, tu as de la spiruline, tu as des trucs comme ça. En Asie, on n'est pas là en termes de supermarché. Donc, on est très content d'en trouver. Oui, c'est un avantage qu'on a quand même. Une Même boulangerie. si c'est pas Je forcément suis optimal, d'accord. ce qu'on peut trouver en supermarché, c'est quand même mieux que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, on a quand même la chance d'avoir pas mal de choses à disposition. T'as des bouchées dans les supermarchés. Ça, des fois, c'est cool. C'est juste ici, mis là. Et tu dis, ouais, c'est vrai que tu peux faire des bons trucs. Tu vois, un côté là, boucher, poissonnier. Tu dis, ok, déjà, c'est cool. Le mec te parle, il te reconnaît. C'est pas sympa en plus. On a des maraîchers sur le marché, je trouve ça trop stylé. Ouais. On a des bouchers mémés qui t'avancent du coup sur une feuille le cahier des charges des viandes. On voit que c'est des vaches qui ont brouté de l'herbe et tout. En France, on est trop exigeant, trop fort. C'est génial. C'est ça, c'est qu'on est très exigeant. Ouais. On s'en rend pas compte. Hein. C'est quand tu pars à l'étranger, comme tu dis, que tu te rends compte. J'ose plus voyager. Hein. C'est ça. Mais rien que moi, j'ai vécu au Québec. Et au Québec, t'as pas cette qualité-là. Ouais, j'allais te demander. Il y a certains produits que tu peux trouver de bonne qualité. La viande, ça va. Mais tout ce qui va être produits laitiers, déjà, laisse tomber. Les crus, c'est interdit. Donc, voilà. Ouais, c'est interdit. Interdit à la vente. Par contre, le Kinder, c'est légal. Kinder, c'est légal. Ça. Et après, tu as énormément de produits qui sont importés aussi parce que, vu les conditions climatiques, c'est très difficile de cultiver sur place. Donc, en fait, il y a beaucoup qui sont faits sous serre ou alors qui sont importés. Donc, en fait, tu as des fruits et des légumes qui sont pas du tout bons en saveur et en plus très pauvres en nutriments. C'est ça. Et alors, quand tu reviens en France, tu te dis, mais en fait, on est trop bien. Ah oui. Parce qu'on est tempéré, on a un climat tempéré, donc ça nous permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est à l'année, génial. quoi. Ouais, à l'année en plus. Ouais, même en hiver, tu as des trucs. Quoi. Et on a un terroir. Ça, c'est quelque chose qu'on a en partie perdu et qui est en train de revenir petit à petit. Des terroirs avec des types de variétés, avec des graines qui sont adaptées à des terrains qui donnent une saveur, un goût. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, le français a su développer une palette de saveurs. C'est le plus beau pays du monde pour ça. Ça, c'est Ah, tu t'as deux convaincus. Les fruits tropicaux, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de la Thaïlande. Tu regardes les variétés de mangue, de goyave, c'est bon, mais ceux qui ont masterisé la mangue, c'est pas les Brésiliens ou les Thaïlandais. Hein. C'est Guadeloupe, c'est Martinique, les petites variétés, les petits ananas comme ça qui sont un peu roses à l'intérieur. Les Français ont masterisé les croisements. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce que ça joue aussi. On se rend pas compte. Je pense que moi, comme je suis aussi d'origine italienne, je vois que c'est à peu près pareil là-bas. Mais déjà, toi, tout à l'heure en off, on parlait de l'Espagne. Je sais que le sud de l'Espagne, c'est quand même bien désertique. Sur le coup, là, ça coince un peu. compliqué. Donc, voilà. Et donc, on parlait de nutrition. Donc là, on a compris qu'on a deux pointures en face de nous. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'y connaissent assez facilement en nutrition parce qu'ils ont lu une vingtaine de livres. Et il y a quelque chose qui, au fond, m'inquiète. Hein, c'est pas une volonté de rire, c'est que je me rends compte que franchement, on lit une quinzaine de bouquins, allez, 20 si on veut être sympa, et on s'y connaît
plus qu'un médecin généraliste. Médecin généraliste, pas médecin nutritionniste, j'entends. Ouais. Est-ce que vous validez ce concept? Est-ce que pour vous, c'est un problème que les médecins aient pas plus de nutrition? C'est juste qu'en fait, il faut arrêter d'associer médecin généraliste et nutrition. Ouais, je suis d'accord avec ta dernière proposition. Ok. En fait, je pense que les médecins généralistes, ils n'ont pas ce rôle-là, en fait. Moi, au début, je me plaignais qu'ils connaissaient rien. Et parce que je me dis, en fait, si tu veux ramener quelqu'un sur le chemin de la santé, tu es obligé de lui parler de nutrition, d'activité physique, de gestion du stress, du sommeil. Mais en fait, eux, ils sont là pour traiter les symptômes. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a d'autres maintenant praticiens de santé, comme les naturopathes par exemple, qui peuvent accompagner les gens sur leur hygiène de vie globale. Et dont la nutrition, voilà, tout cet ensemble qui permet de prévenir les maladies plus que de guérir les symptômes, tu vois. Donc, moi, j'aimerais bien que les médecins s'y connaissent en nutrition un minimum. Ce serait bien parce que ça permettrait de réorienter aussi les gens vers d'autres praticiens ou même de leur donner des petits tips tout simples à mettre en place pour améliorer leur santé, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas et que du coup, ça passe par d'autres thérapeutes, quoi. C'est complémentaire, quoi. Moi, j'ai entendu un chiffre, peut-être qu'il est faux, mais on m'avait dit que le parcours de médecine pour être médecin généraliste avait seulement 8 heures de cours de c'est ça, nutrition. Une dizaine. Oui, j'ai une amie qui est en médecine et du coup, elle m'a montré ce qu'ils apprenaient, mais tu sens que c'est vraiment les bases des bases. Et tu te dis, en fait, on peut pas leur en vouloir parce que c'est ce qu'on leur apprend, mais c'est que malheureusement, les gens se fient aux médecins parce que c'est l'autorité. Mais du coup, ils se dirigent pas vers les bonnes personnes. Et c'est vraiment dommage que les gens sont très mal informés. Ça les aide pas forcément. Et leur but, c'est vrai que c'est de pas de prévenir, c'est vraiment de guérir. Donc au final, on devrait se compléter, comme vous avez dit, et pas juste on va voir un médecin et on suit ce qu'il nous dit alors qu'il n'est pas spécialisé dans ce domaine-là, quoi. Donc, c'est un peu la problématique. Moi, j'ai une image par rapport à ça, c'est que si votre maison brûle, vous appelez les pompiers, mais par contre, si vous voulez pas qu'elle brûle, vous faites de la prévention et vous appelez des gars comme nous, quoi, des diététiciens, des naturaux, des praticiens de santé, peu importe. Faut faire de la prévention et si ça va pas, vous comptez sur les médecins et tout le système allopathique derrière pour vous sauver la vie. Belle image. Exactement. Belle image, et je pense qu'en fait, en plus, on paye suffisamment d'impôts en France, je pense, pour avoir un système de santé qui se changerait. Et en fait, on aurait le médecin qui traite les symptômes, on aurait le mec sur la nutrition, le mec sur le côté psychologique, parce que ça se trouve, tu vois, ton médecin te dit j'ai mal au ventre, en fait, c'est parce que t'es hyper stressé. Donc, c'est presque c'est du psychologique. Et en fait, à chaque fois, tu peux pas en voir qu'un. T'es obligé, genre les 4 mousquetaires, ils sont en face de toi, je sais pas, on en prend un quatrième. Non, et tu te dis, voilà, c'est comme ça, t'as un diagnostic complet. Et voilà, en fait, tu manges trop de ça. Ça, faut que tu le soignes. T'as eu un problème dans ton enfance, faut que tu t'en occupes. Là, par contre, on va peut-être te filer ce médicament et tu vas prendre ce complément alimentaire. Merci, au revoir. Et là, ça serait, je pense, balèze. Ça serait une médecine intégrative. C'est ça. Mais la question est, j'en ai deux. Pourquoi on le fait pas? Et la deuxième question est, à qui profite le crime? Bah oui, non, mais là, on fait un short 1 million de vues. Non, mais on est d'accord, non, mais en c'est fait. vrai, on est d'accord sur ça. Les auditeurs se feront leur avis. On a déjà un peu vaguement parlé dans un podcast sur les médecins. Non, même sur les médecins. Ah oui. Non, mais en fait, notre but, voilà, c'est pas de dire vous, les médecins, c'est de dire juste, voilà, il faut qu'on s'allie. En fait, c'est ça, il faut s'allier. Parce que, de même que un médecin traite bien plus de choses que tu vois, nous, peut-être. Mais juste, voilà, chacun son domaine. Et en fait, en nutrition, aujourd'hui, tu lis des études, tu fais des formations, tu lis des livres, des vrais livres. T'as tellement de trucs. Oui, maintenant, on a quand même la chance d'avoir à disposition pas mal d'informations. Si tu te renseignes un minimum, bon, il y a de tout, malheureusement, mais il y a quand même des bonnes choses. Il faut juste creuser un peu plus, quoi. Et pour vous, est-ce que le fait que les femmes soient plus en mauvaise santé que les hommes, c'est dû aux perturbateurs endocriniens? Parce que généralement, les femmes se mettent plus de crème que les hommes, le maquillage, etc. Est-ce que ça joue sur la santé des femmes? Est-ce qu'il y a un réel problème avec ça? La question est bonne. La question est très bonne. Hein. Est-ce que c'est vrai que les femmes sont en plus mauvaise santé que les hommes déjà? Donc ma question. Je sais qu'en termes de statistiques, on a beaucoup plus de clients femmes que de clients hommes. Est-ce que c'est pas, comme tu dis, là je te rejoins, une affinité déjà ça je pense aussi. Peut-être que les femmes, par elles-mêmes, elles font plus attention à elles. Donc Après, je veux dire quelque chose de complètement misogyne, mais c'est la nature, je suis désolé. Le fait d'avoir une certaine masse musculaire, déjà, nous donne un capital mitochondrial, c'est-à-dire une production d'énergie, donc ces petites centrales énergétiques que vous avez
1000 à 1 million par cellule, qui vous donne une forme de métabolisme qui va du coup être nécessaire à un ensemble de processus biologiques. De plus, les hommes ont quand même des hormones anaboliques, certaines qui vont être plus hautes que les femmes. On a typiquement les hormones de croissance qui vont être un peu plus élevées que les femmes, mais cyclées différemment, surtout la testostérone, qui nous protège sur pas mal de choses. Donc l'homme est effectivement un peu plus antifragile de nature, sans parler de mode de vie. Donc je pense que tu as voulu poser la question parce que j'ai l'impression que quand tu prends 1000 personnes, il va y avoir plus de petits soucis chez les femmes, un petit côté plus déprime, tu vois, comme si il y avait quelque chose qui déréglait. Et en fait, c'est vrai que tu as parlé de cosmétiques, c'est très vrai. Il y a tout un placard, tu vois. Tu as des crèmes, des trucs, tu dis, ouais, mais tout ça, il y a des perturbateurs endocriniens. Est-ce que ça viendrait pas complètement flinguer tes hormones? Plus que, tu vois, les hommes, bon, je dis pas que c'est mieux. T'en as, ils ont un shampoing qui fait shampoing, après-corps, aisselle et déodorant, tu vois. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est vrai que les femmes, tu vois, je sais pas, quand tu es sur une cerne, elles vont se mettre de l'anti-cerne, fond de teint, fard à paupières, c'est très joli. Mais tu vois, ça peut aussi causer des problèmes de santé. Ils sont peut-être pas plus malades pour ça, c'est peut-être mal exprimé, mais est-ce que ça peut être dû à ça, les problèmes de santé pour les femmes, en tout cas? Endométriose, SOPK, tout ça aussi, c'est assez moderne, finalement. C'est vrai que la problématique, ce qu'on appelle des xénobiotiques, du coup, ces perturbateurs endocriniens que l'on va retrouver effectivement dans les cosmétiques, mais plus largement dans quelque chose qu'on n'avoue pas tellement, c'est que un tiers des types de pesticides vont être justement de type xénobiotique, de type perturbateur du système de reproduction des insectes, avec l'équilibre oestrogène-progestérone. Et du coup, dans notre alimentation, vraiment ces fruits et légumes qui nous viennent de l'agriculture conventionnelle, déjà on va en retrouver une quantité astronomique. Conséquence, quand on regarde bien, chez une femme, quand l'équilibre oestrogène-progestérone se retrouve déréglé, les oestrogènes qui sont souvent cyclés et en majorité sur la phase justement lutéale, on va se retrouver du coup avec des excès. Et au niveau du foie, il va falloir les éliminer. Conséquence, on va se retrouver avec des bouffées de chaleur, des excès d'oestrogène, une baisse de la fonction thyroïdienne, parce qu'il y a un effet. Voilà, on va déprimer, on va se sentir pas bien, une baisse de vitalité, baisse de porosité intestinale. Il y a pas mal de choses qui se passent déjà. C'est-à-dire que, ok, je suis d'accord pour dire que tu as complètement raison, perturbateurs endocriniens avec tous les maquillages et tout. En plus, ce qu'on dit jamais, c'est que ce sont souvent des perturbateurs liposolubles qui se calent sur les corps gras, du coup avec notre sébum, et il en faut d'infimes quantités pour avoir un effet dévastateur. Et là, tu as raison, on se retrouve du coup avec une baisse glandulaire, car même la thyroïde est vite flinguée. Dr Hertog, spécialiste de la thyroïde, pour lui, il amène toujours ce sujet justement des perturbateurs endocriniens dès l'enfance. L'anémie, qui est une grosse problématique chez la femme, une des causes et conséquences de l'anémie, ce sera justement une liste longue comme le bras, que j'ai déjà publié sur Internet, de perturbateurs endocriniens qui empêchent l'assimilation au niveau de la cellule entérocyte de l'intestin. Et le perturbateur endocrinien le plus puissant aussi, enfin, je sais pas si c'est le plus puissant, mais la pilule. Ouais. La pilule que prennent quasiment toutes les femmes pour régler plein de problèmes, finalement, qui sont pas forcément liés à la contraception, et qui viennent perturber tout leur système hormonal. Et après, comme tu disais, en fait, tu as l'effet cocktail aussi. Je crois qu'une femme met en moyenne plus de 150 produits chimiques sur son corps par jour. Par jour. La vache. Entre le maquillage, tous les mélanges, crèmes, les shampoings, etc. Et en fait, même tu en as dans l'eau des perturbateurs endocriniens. Donc tu bois. On en parle après. Ouais. Et puis tu as tous ces perturbateurs endocriniens de différentes sources qui créent un effet cocktail. Et tu les consommes tous les jours, tu t'exposes à ça tous les jours, et petit à petit, ça dérègle complètement ton système hormonal, quoi. Et il y a un scandale sur la pilule qui a été décrit par un médecin qui s'appelle Dr John Early, où il vous montre que ce soit le progestatif ou les oestrogènes, à la base, c'est tiré du YAM, donc l'igname. Et en fait, juste pour poser un brevet sur la molécule, on pourrait utiliser la molécule telle qu'elle. Il y aurait beaucoup moins de problématiques hormonodépendantes, tous ces cancers, d'autres pathologies, etc. Et il nous montre juste que le fait de déformer la cellule, enfin la molécule, permet du coup d'avoir sa molécule, de la breveter. Et en fait, c'est cette molécule qui va être légèrement déformée qui amène à de gros problèmes derrière. Ça, c'est un sacré scandale. On pourrait, techniquement, s'il n'y aurait pas cette histoire de brevet, faire des pilules oestrogènes progestatifs qui, si on n'est pas en excès, poseraient moins de problèmes.
Rien, quand tu vois la liste d'effets secondaires d'une pilule, tu te doutes bien qu'il y a un problème, quoi. Moi, personnellement, ça fait 4 ans maintenant que j'ai arrêté la pilule. Moi, je suis sous stérilet en cuivre. Bon, je sais pas si le cuivre, c'est mieux dans le corps, mais en tout cas, j'ai plus d'hormones et j'ai senti la différence surtout. Hein. Les sauts d'humeur, la qualité de la peau, les cheveux, libido, enfin, il y a tout qui... Tu te rends compte que vraiment, je sais pas ce que t'ingères, mais je veux même pas savoir, en fait. J'ai vu le changement en plus, du coup, vu que et au moment où on s'est mis ensemble, tu vois, ouais, t'as même perdu du poids. Ouais, moi, j'avais 5 pris... kilos. Oh, plus même. Je faisais 10 heures de sport par semaine et j'avais pris 10 kilos. Je me dis, ouais, je mange bien et tout, c'est bizarre. En fait, tu fais de la rétention d'eau de malade, Même le métabolisme va baisser du coup avec Ouais. des excès d'oestrogène vu que ça a une action sur la fonction thyroïdienne. Même sur les humeurs, tu vas vite monter. C'est complètement dingue. L'astuce pour les femmes pour les excès d'oestrogène, vu que la détox est au niveau du foie, il y a une dizaine de gènes, ça s'appelle les cytochromes P450, ça va être tout ce qui est polyphénol, tout ce qui va être crucifère, tout ce qui va être du coup chou-fleur, brocoli, l'ensemble des vitamines B, le fer, le zinc, le cuivre, car la détox de ces molécules sont dépendantes du fer, du zinc. Ok. C'est super intéressant parce que même tout ce... C'est vrai que la pilule aujourd'hui, elle est banalisée. C'est bon. Les mecs, quand t'es en boîte à 18 ans, c'est je mets pas de capote, elle prend la pilule. Et en fait, il y a ce truc aussi c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais peut-être que le stérilet en cuivre, c'est mieux, mais ça reste un truc. La capote, ça reste aussi du plastique, mine de rien, même si c'est pas longtemps, on va dire. Il y a aussi, c'est presque philosophique, tu vois, quand on a une approche très nature, c'est OK, on se protège, jusqu'à quel point on fait passer le plaisir avant la santé. J'ai pas de réponse à ça, mais c'est très... Moi, je conseillerais aux femmes d'aller se renseigner sur la symptothermie, qui a des résultats incroyables, qui est sans hormones. C'est quoi ? Moi, je connais pas. En fait, la symptothermie, on se base sur le cycle, sur la température, sur la qualité de la glaire, et on a des études à l'appui, des taux supérieurs en termes de ne pas tomber enceinte, supérieurs à la pilule. Ok. Ah. Ouais, donc plutôt, c'est précis, quoi. Ça rapporte pas d'argent. Et d'ailleurs, je crois qu'une femme ne peut tomber enceinte que 6 jours dans son cycle. Donc 6 sur 28. Ouais. Donc en fait, tu prends une pilule tous les jours juste pour pas tomber enceinte, alors que en faisant la méthode de la symptothermie, tu pourrais t'en sortir d'une manière complètement naturelle. Donc température, qualité de glaire et le cycle. C'est bête, hein. Mais du coup, on a... je pensais pas que c'était si précis le... Ok. Et la température surtout. Ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé un peu de perturbateurs. Là, du coup, on vous a servi de l'eau, c'est de l'eau du robinet. Est-ce que vous pensez que l'eau du robinet, c'est mauvais ? Est-ce que c'est en France que c'est pas bon ? Est-ce que c'est généralisé ? Quelle eau faut-il boire ? Est-ce qu'il faut... Qui veut se lancer sur ce vaste sujet ? Vos avis sur ça ? Je veux bien. Vas-y, je t'en prie. Là, je sais la localité où on est, je vais pas le dire pour nos auditeurs, mais je sais où elle est pompée, cette eau. Parce que j'habitais pas loin à un moment donné. Donc, elle est pompée dans la Marne, du côté Maison Alfort, Alfortville. Voilà, c'est transparent, on peut le voir sur le site de la ville. Donc, on est dans la Marne. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu la Marne de Paris. Ça donne pas spécialement envie. Déjà, elle sera extrêmement chargée en résidus à sec. Vous savez, les fameux milligrammes par litre que vous voyez derrière votre bouteille, elle sera 220 à peu près, donc elle sera extrêmement trop minéralisée. En termes de perturbateurs endocriniens, on retrouve dans la Seine des quantités extrêmes, aussi bien de comment on appelle ça, cette molécule quand on a mal à la tête, Doliprane, paracétamol, et également d'hormones féminines. Donc, grosse quantité. De plus, en amont, il y a pas mal d'usines. Vous savez, Jacques Chirac disait on pourra bientôt se baigner un jour dans la Seine. On se retrouve avec Anne Hidalgo cette année qui n'a pas voulu encore se baigner, qui dira peut-être l'année prochaine. Il y a les JO qui vont se faire dans la Seine quand même. La plongée, là, pour... Ouais. Et la natation. Voilà. Donc, pas boire la tasse. Hein. Mesdames, messieurs, continuez à boire de l'eau de la Seine et puis vous nourrirez la sécurité sociale. Alors que des simples systèmes de filtration, il y en a plein le marché, permettent déjà de respecter la première règle, d'abord ne pas nuire. Primum non nocere, c'est ça. Voilà. Mais du coup, c'est quoi le problème qu'elle soit trop minéralisée ? Je vais vous citer un adage de Claude-Louis Vincent, qui était un hydrologue qui travaillait pour l'État français, qui disait que l'eau est plus importante par rapport à ce qu'elle emporte que par rapport à ce qu'elle apporte. Cette phrase nous dit que l'eau a un effet
astringent, c'est-à-dire qu'on va à l'échelle cellulaire, vous avez une petite cellule avec un liquide à l'intérieur, un liquide à l'extérieur, et il y a des échanges entre cette cellule, le milieu extérieur, cette cellule et les autres cellules, et qu'une eau, finalement, l'eau de ces cellules a besoin de certaines qualités. On appelle ça la bioélectronique. C'est en termes d'échange de sodium, de potassium. L'ensemble de tout ce qui fait de sodium, potassium, magnésium, chlorure rentre dans cette osmose qui doit être précis. Si on n'est pas en cette précision, le corps va devoir éliminer. Le corps, en fait, dans son adaptation, c'est blanc ou c'est noir. Donc, sur un excès de minéraux, le corps a tout simplement, pour respecter ses besoins de gradient et d'échange, d'éliminer. Donc, on va éliminer plus par la voie rénale, ni plus ni moins. Et on va, à long terme, changer ce qu'on appelle la qualité bioélectronique, c'est-à-dire votre capacité à avoir le moins de résidus dans votre eau et qui va être du coup déterminante pour l'échange cellulaire. C'est comme si votre piscine, vous aviez plein d'alluvions qui se baladaient, et c'est pas terrible, quoi. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, est-ce que tu conseillerais plutôt d'avoir une eau complètement déminéralisée, ou alors est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine proportion de minéraux? C'est quoi pour toi l'eau optimale? J'adore cette question. Par exemple, l'eau déminéralisée était utilisée sur une période courte pour des cures, pour par exemple tous les problèmes d'acidose et tous les problèmes arthritiques, car on avait une eau qui venait happer en fait l'ensemble des minéraux qui étaient créés par l'acidose. Imaginons une personne en acidose qui n'arrive pas à tamponner ses acides par voie expiratoire, par la peau avec les glandes sudoripares ou par voie rénale, tout simplement la voie numéro 1. Son corps va tamponner ses acides. Un acide qui rencontre une base, désolé, c'est un peu technique, ça donne un sel. Ces sels se baladent dans le corps et une eau justement déminéralisée va être beaucoup plus happante, comme une eau faiblement minéralisée. Une Moroku est à 28 ans résidu à sec. Et maintenant, donc la deuxième question, c'était... Quelle serait, selon toi, l'eau idéale? Est-ce qu'elle doit être un peu minéralisée ou... C'est une eau qui serait faiblement minéralisée et qui serait reminéralisée. Par exemple, je veux bien citer une marque, je n'ai pas de partenariat, parce que j'aime bien l'exemple. Il y a une marque qui s'appelle Osmodine en Suisse, où ils vont reminéraliser l'eau avec du lithotame. C'est-à-dire qu'ils vont mettre finalement des électrolytes, des minéraux complètement biodisponibles qui sont issus d'algues et non issus d'une eau qui va être faiblement aspirée et utilisée par le corps humain. Okay. Et toi, du coup, t'en penses quoi? Parce que toi, tu étais au Québec aussi. Ouais. Est-ce que là-bas, on peut la boire? Parce que du coup, au moins ici, elle est potable. Donc, il y en a qui vous diront ça cause des problèmes. Il y en a qui vous disent oui, mais bon, ça cause tant de problèmes, on serait peut-être tous morts. Au Québec, c'est comment? Tu bois, Je pense que c'est un petit peu la même chose. Ouais. Ça dépend d'où tu vis aussi. Moi, j'ai vécu en ville et après en région. Donc, en ville, je pense que c'est à peu près la même chose. Tu as des stations d'épuration. En fait, le problème, c'est que les stations d'épuration ne sont pas efficaces à 100%. Puis elles vont rejeter des boues dans la nature. Ces boues, avec la pluie, etc., en fait, tous les résidus qu'il y a dans ces boues, elles vont se retrouver dans les nappes phréatiques. Et c'est pour ça que l'eau, elle est contaminée, en fait. Et après, en région, tu as un petit peu moins de pollution, mais tu as quand même de la pollution atmosphérique, etc. Donc, non, c'est très difficile de trouver de l'eau pure aujourd'hui. Et même, tu bois de l'eau de source dans une montagne, je suis pas sûr qu'elle soit parfaite, tu vois, d'après Claude Louis-Vincent, c'est très difficile. Et du coup, je pense que maintenant, il faut absolument avoir un système de filtration, dont on a plein aujourd'hui, pour s'assurer qu'il y ait le moins de pesticides, de métaux lourds, de résidus de pilules contraceptives aussi, de résidus de médicaments, enfin... Mais je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant. Claude Louis-Vincent, dans les années 60, il était payé par l'État français. Il faisait le tour des petites communes, en fait, pour comparer les taux de cancer et puis l'eau qui était bue, en fait, dans le village. Donc, il a fait ça toute sa vie. Et il n'y avait pas les problématiques, du coup, qu'on citait tout à l'heure, des xénobiotiques, mais également des médicaments dans l'eau en termes de résidus. Et en France, on était plutôt bien lotis. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, les qualités de l'eau, il y a toujours une signature du coup de la préfecture pour autoriser ou non la consommation. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60, si on regarde bien? Même, on va aller un peu plus loin, un peu plus en arrière, depuis la Seconde Guerre mondiale. On a pollué complètement nos nappes phréatiques avec l'agriculture qui a été amenée en France, où je rappelle, avant la Seconde Guerre mondiale, en termes de production à l'hectare, on a multiplié par 10 la production, parce qu'on est arrivé avec le plan Marshall
amenées des États-Unis avec des variétés nouvelles et plus productives, mais qui n'étaient pas adaptées à un terroir comme avant, un terroir qui était qui consommait moins d'eau. Donc ces variétés sont arrivées avec des pesticides, avec aussi de quoi les alimenter, des engrais. Et du coup, on a complètement détérioré un écosystème au niveau de la terre, des nappes phréatiques, et tout ça va se retrouver dans ma problématique de mon eau. Et nous, aujourd'hui, 50 ans après, 60 ans après, on se retrouve avec des arrêtés préfectoraux qui vont autoriser l'eau d'une année à une autre avec des taux complètement différents. Et ce n'est pas moral. Et pour compléter rapidement, si tu vis en région et que tu es à côté d'un champ qui est bombardé de pesticides, et que même si tu as un puits personnel où tu puises ton eau, en fait, ton eau elle va être complètement contaminée, tu vois. Donc, même si tu vis en région, faut faire attention à ce qu'il y a autour de ta maison pour... donc aujourd'hui, c'est très compliqué de faire avec ce qu'on a dans la nature, quoi. Ouais. C'est limite impossible. Mais du coup, même quand on se lave l'eau avec le visage, pour vous, il faudrait mettre un filtre parce que du coup, techniquement, ça peut traverser la peau. Je crois que quelque chose dans le contact de la peau, ça peut traverser la peau en moins de 10 secondes. Ça peut aller très très vite. Donc, il faudrait avoir tout le temps une douche dans tous les lavabos de la maison, des filtres, ou là, on est un peu sur de la suroptimisation. Effectivement, tu as bien fait de souligner que la peau est une zone d'échange, finalement. C'est un organe, ça rentre, ça sort. Donc, la plupart des gens ne le voient pas comme ça. Et techniquement, ce que l'on pourrait manger, ce que l'on ne pourrait pas manger ne devrait pas être appliqué sur la peau. C'est un principe assez simple, que toi, tu fais mieux que moi, d'ailleurs, par rapport à ta gamme, et tu le mets en avant, et du coup, je trouve ça bien. C'est vrai. Ce qu'on ne peut pas manger ne peut pas être appliqué sur la peau. Ouais. Ce serait une règle de base. Ce que tu peux pas avaler, tu ne le mets pas sur ta peau. C'est pour ça que, par exemple, les crèmes, ça doit être crème de lait de coco. Le lait de coco, ça se mange... ou je suis complètement à côté de la plaque. Des vinaigres, du œuf. Moi, par exemple, comme crème hydratante, j'utilise le Suif, donc c'est de la graisse de bœuf désodorisée. Et la graisse de bœuf, tu peux la manger, donc il n'y a pas de problème, tu vois. T'as pas de perturbateurs endocriniens, t'as pas de produits chimiques, 100% naturel. Donc il y a d'autres solutions, même t'as des huiles végétales ou quoi. Ouais. Après, ça dépend des peaux aussi. Donc. Il faut savoir qu'une grande partie, plus de la moitié de nos hormones sont issues des corps gras, finalement, du cholestérol. Et les endocrinologues le savent très bien. Il y a plein de crèmes à base de gras, justement, des crèmes à base de progestérone, toujours avec un corps gras, des crèmes pour la testo, qui vont être du coup avec un corps gras. Ouais, et l'ensemble des perturbateurs, des xénobiotiques et autres, vont être dans la même logique, finalement. On va se retrouver avec, surtout nous les hommes, avec des taux d'oestrogène beaucoup plus élevés, la gynécomastie, une certaine fragilité, une tendance à avoir cette petite bouée hépatique, comme ça, des taux de testo beaucoup plus bas. L'homme citadin stressé par excellence. Les taux de testostérone ont baissé au même titre que, comme vous savez, tout ce qui est spermatogenèse, la création de la qualité du sperme de l'homme. Ouais, je crois que c'est 1% par an depuis les années 80, la chute au niveau de la testo. On est bientôt à sec, quoi. On est bientôt à sec, littéralement. Ouais. Là, ton grand-père, à 60 ans, il avait plus de testo que toi à 20 ans aujourd'hui. Tu sais que je l'avais jamais dit. J'avais fait un test justement de testo. Et donc, je suis quand même parti, je pense, de ceux qui optimisent le plus si tu prends vraiment la masse. Et putain, un peu déçu de mes taux. Hein. J'étais pile dans la moyenne. Je me dis, c'est pas ouf à 24 ans d'être pile dans la moyenne, sachant que merci beaucoup, je fais tout pour que ça aille mieux. Et je me suis dit, ah ouais, donc il y a un vrai truc quoi, à faire. Et vous savez comment elle est calculée, cette moyenne ? Vite fait. Vas-y. Donc, toi, tu as mesuré ta testo. Imaginons dans un labo qu'on appelle X. X, une année au passé, tu l'as mesuré en 2024, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les gens qui ont mesuré leur testo en 2023. Moyenne avec ça. Ils ont mis sur une abscisse ordonnée et ils ont retiré 2,5% des perdants, 2,5% des gagnants. Et ils ont fait une courbe de Gauss, comme ça, une moyenne pondérée. Ouais. Et ça, ils se disent normes santé. Et l'enfer. Et quand tu regardes du coup un vrai livre avec des normes, ça n'a rien à voir. Et parfois les analyses proposées, tu te rends compte que tu as regardé telle analyse, il y a écrit ça sert à rien, quoi. Pas ça sert à rien, mais low, quoi. Faiblement pertinent. Ouais. Donc les normes, en fait, sont basées sur elles se dégradent, elles deviennent de plus en plus médiocres au cours du temps. Oui, donc en fait, c'est dans la moyenne, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, l'enfer. Et puis surtout, si c'est des vieux qui ont mesuré leur testo, t'es foutu, quoi.
Du coup, si c'est mon grand-père, ça va, visiblement. Parce que... Et un truc tout con, comme dit Michael Gundil sur la testo, dès que tu bandes plus le matin, dès que tu travailles plus sur la béquille, peut-être qu'il faut aller l'analyser. Ça paraît bête, hein. C'est un bon signe. T'en parles beaucoup. On a déjà parlé de ça. Ah, j'ai Se déjà lever parlé. sur la béquille, quoi. Je me suis fait dégommer. Il y a des mecs qui me disaient, mais non, t'as pas compris, c'est qu'une question de système parasympathique. Je dis, oui, c'est vrai, d'accord, mais C'est un lien. Ça n'a rien, je bien dis sûr. pas que ça n'a pas de lien avec la testo. Mais non, j'ai lu une étude. qui De quoi, dit la, que- la bandaison? Ouais. Bah, tu retrouves tellement d'hormones neurotransmetteurs, c'est un petit cocktail. Tu retrouves l'ocytocine, Dopamine. dopamine, testo, il y en a plein Tout, d'autres. Même la DHT, en fait, l'hydrotestostérone, c'est aussi abondé. Ouais. Je crois qu'on n'a jamais eu ce terme sur la chaîne, on l'aura plus jamais. Trop complexe. C'est une hormone qui te transforme en portugais, tu sais, t'as plein de poils après. Tu perds les cheveux. Tu perds tes cheveux, tu fais des problèmes de prostate, tu peux pisser toutes les 2 heures. Voilà. Bon, on parle beaucoup de nature. Est-ce que vous croyez vraiment à ce qui est grounding, mise à la terre? On en a déjà vite fait parler sur la chaîne, mais est-ce que vous y croyez vraiment ou... En fait, il y a des études scientifiques qui montrent des choses intéressantes comme réduction du stress, réduction de l'inflammation, amélioration aussi de la viscosité sanguine, donc meilleure circulation du sang, bien-être général, diminution de la douleur. Donc, tu as quand même pas mal d'études scientifiques. Après, moi, j'ai envie de dire aux gens, en fait, testez. Allez marcher dehors, dans un parc, pieds nus, un parc propre. Je sais qu'à Paris, c'est pas évident, mais allez dans un endroit, en campagne, par exemple, et en fait, enlevez vos chaussures et marchez, et en fait, juste ressentez les choses. Et voyez comment votre humeur change. Et pour moi, c'est juste ça, faites l'expérimentation. Parce que c'est bien les études scientifiques, je suis d'accord, mais là, il commence à y en avoir pas mal maintenant. Mais tout simplement, le ressenti, les gens l'oublient en fait. Les gens se basent trop sur les études scientifiques et elles ont leur place, et je suis d'accord. Mais après, je veux dire, nos ancêtres, on est arrivé sur Terre, on était nus en fait. On était pieds nus, autant connectés à la Terre. Ou alors on utilisait aussi des chaussures qui étaient faites en matière naturelle, en cuir, tu vois, qui permettent une certaine conductivité. Donc pour expliquer rapidement en fait pourquoi c'est important au niveau physiologique, c'est que la Terre, en fait, il faut la voir un petit peu comme une source quasi infinie d'électrons, comme une batterie, en fait, qui va se recharger en permanence avec les vents solaires, avec la foudre. Donc, tu as 50 coups de foudre par seconde qui s'abattent sur la Terre. Oui. Et tu as aussi le noyau liquide de la Terre qui est en rotation. Et tout ça, ça génère des électrons. Et ça recharge la Terre en électrons en permanence. Et les électrons, en fait, ils ont un rôle d'antioxydant. Donc, en fait, comme on a un petit peu parlé aujourd'hui, on est dans un monde... qui est complètement transformé, très toxique pour le corps, et qui va générer énormément d'oxydants, de radicaux libres. Donc les radicaux libres, en gros, c'est des petites molécules qui ont perdu des électrons. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, en fait, pour se rééquilibrer, comme il y a un déséquilibre au niveau électrique, parce que les électrons, c'est négatif, donc c'est des molécules positives, elles vont choper des électrons à d'autres molécules aux alentours. Et tout ça, ça va créer des réactions en chaîne, parce qu'une molécule qui a perdu un électron, elle va le choper à une autre. Et ça va créer comme ça du stress oxydatif, de la dégénérescence au niveau cellulaire, etc., etc. Et donc, pour en revenir à la connexion à la Terre, mais en fait, c'est une source naturelle d'électrons. Et le corps, il peut se rééquilibrer d'une certaine manière grâce au contact physique en puisant les électrons de la Terre. Mais il faut un contact direct, sans chaussures, sans semelle en caoutchouc, comme on porte tous aujourd'hui. Et ça, c'est encore un des problèmes du monde moderne. C'est que tu as toutes les rues, elles sont bétonnées, on porte tous des chaussures, et on n'a plus cette connexion à la Terre. Et donc pour moi, la connexion à la Terre, c'est vraiment un anti-inflammatoire, un antioxydant originel, et c'est gratuit, quoi. Tu vois. Et ouais, ça, c'est pas très vendeur aussi pour Big Pharma, quoi. Donc, Je trouvais que tu as fait une super présentation avec les bons termes, et c'était assez complet parce qu'on a vraiment l'histoire des électrons, les ions H-. Quand on regarde bien les plantes, les animaux, personne n'a de basket. Et par exemple, un arbre pour son système racinaire, avec son échange avec son écosystème de ses racines, les bactéries, a besoin de cet apport d'ion H- pour commencer à transformer tout ce qui va être, par exemple, minéraux, silicium, tout ce qu'on veut dans la Terre, en quelque chose de biodisponible. Pareil, par exemple, pour le plancton. Ça, on le dit jamais. Donc, les ions H- font partie, donc, comme tu as dit, le grounding, font partie des besoins physiologiques et naturels fondamentaux des êtres vivants. Et c'est comme tout, on ne peut pas se couper d'un besoin physiologique. Comme ma plante verte, tout à l'heure, l'exemple de ma plante verte dans son petit pot qui n'est pas connectée à la Terre.
Moi, par exemple, j'ai toujours mes chaussures de remise à la terre. Bon, voilà. C'est con, hein, mais ça marche. Et Il a sorti d'où la chaussure? Il avait préparé le coup. là, j'avais préparé le coup. Et par exemple, tu disais tout à l'heure, effectivement, expérimenter, et tu as complètement raison. Regardez, la dernière fois que vous êtes parti en vacances, 15 jours, 3 semaines, vous étiez les fesses dans l'eau pendant 15 jours. Les fesses dans l'eau pendant 15 jours, l'énergie que vous aviez, comment vous sentiez, la qualité de votre peau, soleil, mer, contact à la terre, activité physique, marche et autres. Vous étiez vraiment dans un environnement, comme ma plante tout à l'heure, vous avez fait de la botanique tout simplement, vous vous êtes remis dans ces conditions propres à l'être humain. Vous avez fait quelque chose qui relève d'Hippocrate, ni plus ni moins. Vous vous souvenez les médecins de tout à l'heure qu'on disait qu'ils voilà, ils ont aussi ce serment d'Hippocrate. Et Hippocrate, la vérité, c'est on soigne justement en appliquant les semblables de la nature. Et le grounding s'inscrit complètement dedans et c'est gratuit. Si on le fait de la méthode hygiéniste, c'est comme tu dis justement se remettre du coup pieds nus. C'est la meilleure des méthodes. Si on le fait d'un point de vue naturel, c'est-à-dire avec un outil artificiel, on utilise des tapis de remise à la terre, des accessoires qui vont juste mimer ce besoin naturel. Et tu vois, tu as parlé tout à l'heure des chaussures, du fait que Big Pharma serait pas trop content. Donc je pense que vous deux, vous pensez que l'État est quelque peu complice d'une mauvaise santé. Mais si on essaie d'aller un peu plus loin que ça, du fait qu'on nous donne des choses qui sont pas bonnes pour la santé, est-ce que honnêtement, quand on regarde la masse, on peut pas aussi comprendre les grandes industries et se dire, ok, les mecs, ils ont mal à la tête, ils veulent un Doliprane. Pourquoi est-ce que je me casserais la tête à les éduquer pour leur dire qu'il manque peut-être de magnésium, autant leur donner un Doliprane? C'est quoi votre point de vue entre cet entre-deux, entre putain, c'est pas éthique, c'est pas moral, en même temps, ouais, c'est vrai que quand tu regardes à l'échelle macroscopique un État, tu te dirais pas, c'est pas qu'ils méritent, mais tu te dis, bon, c'est impossible de les gérer, go, quoi. Moi, j'ai une petite réponse. Pour aller dans le sens des médecins, la haute autorité de santé leur impose finalement un business plan, un modèle où une consultation dure 15 minutes, où chaque problématique vient un cahier des charges avec des règles qui changent d'année en année. Tu as telle problématique, on fait une seule analyse et tu reviens après. Après, on fait une autre analyse. Et puis, les normes proposées sont toujours basses. On n'est jamais finalement... le médecin a les mains liées, en fait. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et la solution est vite allopathique, justement, à cacher un symptôme. On cache... c'est l'arbre qui cache la forêt, le symptôme, et on ne va pas essayer d'aller en profondeur, comme tu disais avec l'exemple du magnésium, qui est excellent. Donc voilà. Pas la faute forcément aux médecins, parce qu'il y a des très bons médecins qui vont étudier par eux-mêmes, mais la faute à ce modèle typiquement européen et français, où le crime profite à des entreprises qui tirent leur épingle du jeu derrière, sans être complotiste. Bonne réponse. Hein. C'est très complet, je comprends. Les médecins sont les premières victimes d'ailleurs de ce système, en mon sens. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je dirais juste... En fait, ça demanderait trop de rééducation. Tu vois, comme tu disais, en fait, c'est la solution simple qui fonctionne, même si c'est un truc qui va fonctionner à court terme et qui va sûrement détruire leur santé au final. Mais c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Et c'est ça qui est terrible. Quoi. Le truc magique, quoi. La pilule magique. J'ai mal, je veux une pilule. On parlait, toi, pour les compléments là, qu'on est en train de créer. En fait, les gens, les premières questions, c'est vous avez un complément pour la perte de poids, vous avez un complément brûle-graisse. Et en fait, on se dit, en fait, tu veux bien faire, et on va bien faire, tu vois, français naturel, mais tu dis, ah ouais, vraiment, je sors un brûle-graisse, il fait sold out en 3 heures, quoi. Tu te dis, en fait, il y a du mérite quand tu fais quelque chose de bien et d'éthique. Normalement, tu devrais être exonéré d'impôts, vraiment. Il y a tellement, parce qu'il y a vraiment rien à part ta morale personnelle et si t'es ton propre client. Tu te dis, mais là, on sort une boisson à 3 €, full focus, avec des pics de glycémie. Non, c'est pas grave. Les gens achèteront, tu vois. Et on le fera pas. Parce que, conscience. Mais oui, ils sont matrixés par vouloir faire vite, mais c'est pas forcément bien, quoi. Mais depuis petit, il y a un conditionnement avec des pubs telles que Juvabien, Juvamine, où finalement... J'ai pas connu. C'est vrai? J'ai pas connu ça. Non, mais c'est pas mon point. En vrai, non, vous êtes quand même très jeune. Moi, je trouve que vous êtes quand même beaucoup plus jeune que votre âge. Donc, c'est aussi le signe que, voilà, quand on prend soin de sa santé, t'as quel âge, toi? 37. 36. Ouais. Il pourrait presque être... Non, j'ai ton père, non, quand même. Non. Je l'aurais très jeune. Bon, moi, j'ai la trentaine, quoi, mais pas plus que 30. Quoi. Et donc, ce conditionnement depuis plus jeune,
Vous l'avez complètement dit, dès qu'il y a un symptôme, on amène un problème, un peu comme si c'était une bagnole ou qu'on changeait un carbu, quoi. On va pas apprendre à la personne à arrêter de faire du tout-terrain avec sa voiture, mais on va changer une pièce. Et cette logique est complètement réductionniste et est un pas en arrière par rapport à ce que les médecins de campagne d'il y a 50, 60 ans faisaient comme travail. C'est sûr. Mais du coup, comment faire pour sortir de ce cercle un peu vicieux sans fin de la mauvaise santé? Est-ce qu'il y a quand même des techniques? Est-ce qu'on doit apprendre par nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens là qui nous écoutent pour être en bonne santé? Tu as dit quelque chose d'intéressant, apprendre par nous-mêmes. Déjà, le fait de faire un processus où petit à petit, on élargit son cercle de connaissances pour pouvoir amener à des lectures, amener à des auteurs, se concentrer sur ces problématiques et faire son petit chemin comme ça. La lecture va être vraiment le centre de cette recherche. Bien sûr, des réseaux, YouTube, Instagram peut être amené à apporter d'autres auteurs, mais aussi se faire accompagner par des praticiens de santé, du coup, comme Bastien. Et moi, je dirais, il faut que les gens en fait se reprennent en main eux-mêmes, qu'ils aient la démarche de prendre en charge leur santé en fait, et pas d'attendre que quelqu'un, une autorité, vienne prendre soin de eux. Après, tu peux faire appel à des professionnels de la santé, mais c'est à toi en fait de faire la démarche, à toi de faire les recherches et de t'intéresser. Et après, si tu as besoin d'aide, là, tu peux faire appel à des personnes qui vont t'aider sur ton chemin. Mais en fait, les gens sont trop infantilisés. Tu vois, aujourd'hui, ils attendent que l'OMS leur dise il faut faire ci, il faut faire ça, ou que le gouvernement te dise prends ci, prends ça quand tu as tel problème. Mais en fait, c'est à toi d'expérimenter et de faire ton propre chemin, quoi. Et voilà, c'est vraiment tester, apprendre, lire des choses. Ouais. Okay. Être les souverains de sa propre santé, quoi. Le meilleur médecin, c'est celui qui est à l'écoute de son corps et qui va aller dans le sens de son corps. C'est-à-dire qu'on oublie toujours que une personne qui a jamais fait d'études, vraiment en étant très concentrée sur son retour en termes de sensations, pourra ou non, juste par expérimentation, voir ce qui lui correspond ou non dans un premier temps. Il y a vraiment cette notion d'aller dans le sens de l'organisme. Le corps con, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un processus inflammatoire est un processus de défense de l'organisme. Donc, allons dans le sens de l'organisme, puisque c'est lui le meilleur médecin, accompagnons-le en lui donnant les bonnes armes. Et justement, on parlait de tester des choses. Il y en a beaucoup qui testent toutes les diètes végétariennes, véganes. Et pourtant, tout à l'heure, tous les quatre, on a dit que dans les top produits de la santé, il y avait probablement des abats. On a cité les œufs, on a eu un doute. Les huîtres. Voilà. Je suis convaincu que la viande, c'est un très bon produit. Que toutes les études qui disent que la viande est mauvaise, c'est fait sur des salsifis Leclerc, donc forcément, voilà, les stats sont pas terribles. Non, mais tu prends des lentilles faites sous serre à le bout du monde, t'inquiète pas que les stats seront pas bonnes. Mais du coup, pour vous, est-ce qu'on peut être végé ou vegan? Et quelles sont vos recommandations pour ces personnes qui veulent plus manger de viande, qui préfèrent acheter de l'avocat de l'autre bout du monde? Moi, j'ai une belle réponse, mais tu veux peut-être... Je commence ou... C'est ça que tu veux, parce que je veux pas monopoliser. Ok, moi je commence, moi je serai pas très long, je pense. Moi, je pense déjà, végétarien, vegan, c'est pas pareil. Ouais, parce qu'en étant végétarien, tu peux quand même t'en sortir pas mal. Ouais. Vegan, c'est pas dur. évident. Et je pense qu'on en a discuté un petit peu, ça dépend de ton environnement. Si t'es vegan dans un environnement où t'es peu stressé, t'as très peu de... t'as des aliments qui sont quand même riches en nutriments, etc. Tu peux peut-être t'en sortir. Tout dépend de tes dépenses énergétiques aussi, ton mode de vie général, en fait. Mais je pense que c'est, pour la majorité des gens, c'est pas un régime qui va fonctionner. En tout cas, sur le court terme, peut-être, mais sur le long terme, ça va être très difficile à maintenir. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois en consultation ou par expérience personnelle. J'ai testé le régime vegan pendant 6 mois et ça ouais. 6 mois, alors ça t'a manqué la viande? Ça m'a manqué et je l'ai ressenti, je l'ai payé, j'ai payé le prix, quoi. Ouais. J'ai payé le prix, j'ai eu des gros problèmes de santé à cause de ça. Ouais. Vas-y, raconte. Je vendais plus. En fait, le problème, c'est que comme j'étais dans un objectif de prise de masse musculaire. Et donc, j'ai essayé d'atteindre un certain quota de protéines par jour, une certaine quantité de calories par jour. Donc, j'étais vraiment à fond dans les chiffres à l'époque. Et du coup, il fallait que j'ingère une quantité astronomique de fibres. Voilà. Et parce que je mangeais des noix, donc oléagineux, tofu, tempeh, légumineuses, tu vois, pour atteindre mon quota de protéines et de calories. Et en fait, le problème, c'est que quand on leur dit que les fibres, c'est bien,
Mais en fait, c'est une question de dose, tu vois, c'est la dose qui fait le poison. Et en excès, les fibres, ça peut être inflammatoire. Si tu prends les fibres en excès, c'est comme si tu prenais une éponge et que tu grattais tes intestins avec en permanence. Et au bout d'un moment, ça va créer de l'inflammation, ils vont devenir poreux. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grosse infection urinaire. Un matin, je me suis levé, j'ai pissé du sang, quoi. Ah ouais. Voilà. Wow. Et là, je me suis un peu affolé. Et heureusement, j'avais un médecin qui était quand même assez conscient, qui avait une approche assez globale, on va dire, de la santé. Et elle m'a demandé ce que je mangeais. Et j'ai dit, ouais, en fait, effectivement, ça fait quelques mois que je teste une alimentation végane. Et je disais, voilà, je mange tout ça, tous ces aliments. Elle m'a dit, cherche pas, c'est excès de cellulose et de fibres. Donc, en fait, la seule solution, c'était de réduire les quantités et de réintégrer des produits animaux. Et en fait, en quelques semaines, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Donc, c'est fou. C'est un bel exemple pour montrer, mais t'es pas le seul. Il y en a tellement qui Non, ont des non, il y problèmes en de a- santé. On en connaît aussi. Ouais. Ils ont dû reprendre l'alimentation avec des produits animaliers parce que ça allait pas. Il y avait trop de problèmes. Tu te rends compte que c'est compliqué. c'est compliqué, Tu t'optimises pas bien. Ouais. Et vegan, c'est vraiment très compliqué par rapport à Ouais. végé qui ont les œufs, le fromage, c'est les ça. produits laitiers. Puis après, tu as plein de nutriments aussi qui sont beaucoup moins biodisponibles dans l'alimentation végétarienne, plutôt végétalienne, par rapport à une alimentation omnivore. Et moi, ce que je trouve dommage, je finis ça et après je te laisse. C'est super complet. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, l'homme, c'est un opportuniste. Et on a survécu grâce à ça. Et tu vois, les hommes, ils mangeaient des végétaux, ils mangeaient des oléagineux, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient de tout. Et en fait, aujourd'hui encore, je trouve que c'est intéressant de rester opportuniste et de pouvoir s'adapter à n'importe quel environnement. Tu vois, si je vais dans un pays exotique, là, ouais, je vais me tourner beaucoup plus vers des fruits exotiques, peut-être une alimentation plus végétale. Et si je me retrouve dans un pays un peu plus nordique, où il n'y a que de la viande de qualité à disposition, et il y a très peu de fruits frais, etc., mon régime vegan, il va pas tenir, tu vois. Donc, cette comment dire, qualité adaptative, je trouve qu'il faut la garder. Mais après, je comprends qu'il y a des choix éthiques. Moi aussi, la souffrance animale, j'ai envie de la réduire. Mais après, tu peux toujours réorienter tes choix alimentaires vers de la qualité pour réduire aussi la souffrance animale, quoi. C'était très complet. Moi, je repars sur une citation de Pierre-Valentin Marchessault, le père de la naturopathie, qui disait que l'homme est un animal tropical fait pour vivre de loisirs et d'un environnement. Attends, je vais la refaire. Pierre-Valentin Marchessault, un truc que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il disait que l'homme est un animal tropical fait pour vivre de loisirs. Et putain, je vais pas réussir à la faire. Vous allez trop stylé pourtant. Un animal tropical fait pour vivre. On va la mettre en de description aussi. loisirs. Un animal tropical fait pour vivre de loisirs et d'une alimentation végétarienne, bien sûr. Voilà. Alors, Pierre-Valentin Marchessault, le père de la naturopathie, disait que l'homme est un animal tropical fait pour vivre de loisirs et d'une alimentation végétarienne. Ce qu'il nous dit là-dedans, c'est que si, par exemple, je vis à Bali, que je suis végétarien, que je bosse pas trop, j'ai une bonne tête, on n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux, tous les mecs qui sont dans les pays tropicaux, qui ont ce mode de vie, ça se passe, ils sont taillés, ça se passe bien. Par contre, si je prends Marie-Chantal, qui est secrétaire à la Défense et qui a ce mode de vie qui va être toute la journée comme ça va pas du tout bien se passer. Un autre auteur, Robert Masson, disait que la première année, on se sent mieux parce que par rapport à l'allègement alimentaire, on digère moins de viande et autres. La deuxième année, on commençait déjà à avoir le regard en 16/9, on avait une perte d'énergie. Et la troisième année, on était flingués. Regarde, en 16/9, je l'avais pas. Regarde en 16/9, tu regarderas tous les végétariens qui ne sont pas adaptés à leur mode de vie alimentaire, ils ont le regard en 16/9 et un grand sourire béat. Ça, c'est Robert Masson qui décrivait ça. Ensuite, je connais plein de végétaliens qui ont une super santé et qui vivent dans le nord de la France. Pourquoi ? Parce que les mecs et les nanas auront un super mode de vie, des fruits et légumes de haute qualité, vont se supplémenter en B12, en B9, voire en zinc pour les hommes, voire de temps à autre avec des formes de fer végétal pour les femmes. Pas que, c'est pas obligatoire. Il faut savoir que vegan n'est pas un mode diététique, mais un choix éthique avant d'être un choix diététique. C'est-à-dire qu'on est vegan par rapport à notre pensée, par rapport au monde, et pas par rapport à ce qu'on souhaite manger pour notre santé. Notre santé est un deuxième choix finalement. Ouais. Voilà. Et on peut vraiment l'être, mais si vous jouez sur votre diététique, vous êtes forcément là à jouer sur votre environnement de vie et également sur votre activité physique et sur le travail. On ne peut pas travailler 15 heures par jour et être vegan. Et justement, donc, ok, on va pas bosser 15 heures par jour, on peut pas être vegan. Il faut penser à prendre le soleil le matin, il faut prendre ses fruits et légumes, même au jour le jour si on peut, il faut penser au filtre à eau. Comment vous faites pour
travailler, donc produire de la valeur, gagner de l'argent, en même temps prendre soin de votre santé. Est-ce que justement, c'est pas contre-productif de tout optimiser parce qu'on se retrouve à faire des posts toutes les 10 minutes? Comment vous. Non, c'est une vraie question. Comment vous faites pour vous dire, OK, là, peut-être que je vais rester assis 4 heures, mais c'est pas bien, donc il faut que je marche, mais du coup, j'avance pas. Donc, est-ce que ça devient pas aussi trop une psychose de. Moi, déjà, je pense qu'il y a une notion d'équilibre entre le yin et yang. En fait, tout ce qui est yang, en gros, c'est quand tu es actif, quand tu es productif, etc. Et tu seras beaucoup plus productif si tu as des périodes de yin, de repos. Et en fait, ces périodes de repos, c'est par exemple une marche en nature, une méditation, par exemple. Et du coup, d'avoir cette alternance comme ça, bah, tu vas être beaucoup plus productif que si tu es à fond pendant, je sais pas, 8 heures d'affilée, tu vois. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est pas contre-productif de prendre ces moments pour ta santé. C'est justement synergique. Et moi, ce que je fais aussi pour optimiser mon temps, parce que ça prend du temps de prendre soin de soi, c'est que j'essaie de combiner plusieurs pratiques en une. Donc c'est pour ça que moi, je vis en campagne et que je compte vivre dans le futur en campagne, parce que bon, je sais que tout le monde peut pas le faire, mais en fait, ça permet d'optimiser son temps, parce que le matin, je sors, je vais faire, par exemple, de la mobilité dans mon jardin, pieds nus, donc connecté à la terre, exposé au soleil. Donc en fait, là, tu vois, je combine mon temps, je bouge mon corps, je prends le soleil, enfin, c'est un gain de temps, tout ça. Donc c'est plusieurs pratiques comme ça que tu peux combiner, ou même faire ta méditation à l'extérieur. Et après, le temps, tu le prends aussi, enfin, c'est une question de priorité aussi. Si tu as envie de prendre soin de ta santé et d'être productif, pour être productif, il faut être en bonne santé. Toi, tu le sais très bien. T'accompagnes des entrepreneurs et tu as envie qu'ils soient plus productifs, mais t'es obligé d'être en bonne santé, parce que si tu es stressé, tu n'as pas une bonne clarté mentale, etc., tu ne peux pas être productif. Donc en fait, il faut toujours trouver un équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la société de l'hyper-productivité et on croit qu'il faut toujours être à fond. Mais c'est pas ça, pour moi, la solution. C'est justement savoir s'accorder des temps de pause, être déconnecté des réseaux aussi, parce que faire des temps de pause sur les réseaux, en fait, c'est fatigant. Ça te vide tes réserves de dopamine qui sont nécessaires pour la motivation, pour la concentration. Donc, en fait, on est des êtres cycliques avec des alternances entre yin et yang qu'il faut respecter, quoi. Cette dopamine, honnêtement, je la ressens de plus en plus, parce que là, nous, on bosse de plus en plus sur les réseaux. Donc c'est bien, ça se passe super bien. Mais tu vois, je sais pas, tu ouvres un réseau, et juste tu l'ouvres parce que tu dois bosser, et d'un coup, tu as la petite notif de gens qui s'abonnent en rouge. Donc même si tu le veux pas, ça vient te flinguer la dopamine. Donc du coup, je l'avais fait, maintenant je le fais un peu moins. Je peux être coupable. C'est que je mettais toujours mon écran en noir et blanc. Comme ça, au moins, je n'avais pas de couleur. Mais bon, quand tu bosses sur je sais pas, t'es sur LinkedIn ou sur Insta, c'est quand même pas trop pratique d'être en noir et blanc. Donc tu le mets, et puis c'est pour ça que je pense qu'il faut que les réseaux nous permettent de vivre, mais il faut être le plus détaché possible. Moi, j'ai désactivé toutes mes notifs. Ouais, c'est très important, c'est hyper important. Depuis 3 ans, 4 ans. Pareil. Et après, c'est vrai que quand tu vas sur le réseau pour publier ou pour poster, c'est vrai que on se fait avoir. Hein. Même moi qui connais, tu vois, les pièges, je me fais avoir. Des fois, tu réponds à un message et puis en fait, t'es happé après par d'autres trucs qui vont arriver. Donc, faut être déjà d'en être conscient, c'est bien. Puis tu as des applications aussi qui permettent de limiter ton temps, des petites astuces comme ça que tu peux mettre en place. Mais j'avoue que c'est pas évident. Hein. C'est-à-dire, en fait, limite, il faudrait faire une story, tu l'envoies à ton CM qui le poste, comme c'est pas son compte, il s'en fout. Si tu délikes, c'est bien. Ouais. Mais bon, t'imagines, genre, en fait, t'es plus proche de ta communauté, et je suis convaincu que ça va se sentir, et ta communauté va sentir que c'est plus toi, ce sera pas. Donc, je pense que la meilleure solution pour nous 4 qui sommes des créateurs de contenu, finalement, c'est de réussir à terme à donner de la valeur via des vidéos, des posts, des choses, et qu'on quitte progressivement les réseaux, et qu'en fait, on se dise, une fois par semaine, par contre, je me prends 2 heures et je fais un live avec vous, parce que je suis vraiment avec vous. Par contre, comptez pas sur moi pour répondre à des petits messages par-ci, par-là. Et puis, il y a un auteur qui s'appelle Breverman, qui est très facile à lire, qui a travaillé sur la dopamine, et il nous donne des solutions assez simples. Il y a des activités qui nous aident à créer de la dopamine, à monter ce taux de dopamine. Je pense notamment à la muscu. Quand vous tapez de la muscu, on n'a qu'à voir l'exemple d'Arnold Schwarzenegger, qui est un entrepreneur dingue quand même. Quand vous êtes capable d'en chier sur une barre à squat et de vous imposer comme ça, de dépasser vos limites. Après, monter une entreprise, avoir une activité d'entrepreneur à côté, c'est peanuts. J'ai pas vu le truc comme ça. Oui, c'est vrai que vu dans l'autre sens, ouais. Ouais, mais pareil, par exemple, un livre qui vous paraît chiant à lire, le fait de dire je vais jusqu'au bout, ou d'avoir un exposé au travail et d'aller jusqu'au bout, de vous forcer à faire des activités
chiante, de muscler vos capacités du coup adaptatives, muscle cette capacité dopamine énergique. Après, bien sûr, il y a la micronutrition sur la dopamine, tyrosine, phénylalanine, B6, magnésium, vitamine D. Mais c'est la qualité de la lumière, par exemple, que tu parlais tout à l'heure, ça c'est une activité dopamine-like. Ce sera une activité dopamine-like. Le fait de faire un triathlon, d'aller courir aussi, d'aller marcher, tout ça, ce sont des activités dopamine-like, d'avoir des interactions sociales. Et nous retrouvons du coup avec les réseaux sociaux, avec l'antagoniste de tout ce qu'on vient de citer. C'est sûr. Et même la méditation, ça permet de te resensibiliser à la dopamine et aussi d'augmenter tes capacités à faire des choses qui sont inconfortables, que tu n'as pas envie de faire, tu vois. Donc, résister même aux réseaux sociaux, cette capacité-là, elle est liée en fait à une partie du cerveau qu'on appelle le cortex cingulaire antérieur et qui se développe en fait d'autant plus que tu fais de la méditation, par exemple. Ou alors que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, par exemple, prendre une douche froide, si tu sais que tu n'as vraiment pas envie de la faire, mais que tu la prends quand même, tu as cette région du cerveau qui va se développer. Quand tu soulèves une barre de 100 kg au squat, tu n'as pas envie d'y aller, mais que tu vas quand même, ça développe cette région-là. Et du coup, plus tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu sais qu'ils vont être quand même bénéfiques pour toi, plus tu deviens fort en fait pour accomplir des choses dans ta vie, résister aux réseaux sociaux, etc. Ouais. C'est de la discipline, vraiment. C'est trouver le confort dans l'inconfort. Ouais. Et en philosophie, minute philosophie, bienheureux ceux qui souffrent, c'est une phrase d'Épictète. Le mec faisait un quart du PIB de Rome à l'époque de Rome. Et le mec, il disait que le meilleur condiment pour le pain, c'était la faim, tout simplement. Et nous sommes, du coup, nous aussi dans cette logique, en tant que praticiens de santé, à être à l'inverse des réseaux qui vont être dopamine-like, du porno qui va être dopamine-like, de la fast-food qui va être dopamine-like, où les gens, en fait, petit à petit, baby step, doivent réapprendre à franchir un minimum pour trouver du confort dans l'inconfort. C'est très minimaliste. Hein. Apprendre à jeûner, c'est certaines forces d'esprit. Faire des squats, c'est une force d'esprit. Même la thermorégulation, quand on parle des différents dispatchs énergétiques, tout ça, en fait, pour devenir un surhomme, il faut se restreindre, rapprendre un petit peu à se restreindre. Ouais, dans la société de l'abondance, comme tu dis, et maintenant, tout le monde, on n'a jamais faim, en fait. Oui. On n'a jamais faim, on a tout à disposition. On fait le plus moindre effort pour aller. Enfin, si t'as faim, tu vas dans ton placard et t'as ce qu'il faut, quoi. Tu vas pas chercher. T'as envie de dopamine, t'as juste ton pouce à bouger. Tu vois. Et même pour les relations sexuelles, tu disais le porno. T'allumes ton ordi, t'es bombardé de dopamine, quoi. C'est que je trouve que j'avais montré à Meryl sur Insta, parce que tu sais, je lui dis, j'avais dit, nous en tant qu'hommes, on est trop stimulés à tout le temps des femmes, genre des unités sur les réseaux. Je me suis créé un Insta perso pour dissocier. Après, je t'ai montré. Ouais. Dans l'onglet recherche, je vous promets, je crée l'Insta. Onglet recherche, une photo sur 3, c'est une meuf, genre. Limite à poil, quoi. Ouais, et tout. Et je dis, tu vois, ça, c'est pas pour faire prédateur, c'est que en fait, ça vient envoyer des messages à ton cerveau et tu pètes un câble. Donc, heureusement que derrière, t'es équilibré, la méditation, la religion, le couple, des choses qui te. Mais quand t'es un mec, t'es pas bien dans ta tête, tout Insta, t'as ça. Tu pètes un câble. En fait, tu deviens fou et donc après, tu restes chez toi tu déprimes littéralement. Donc, faites le test à la maison, créez-vous un Insta, ouvrez l'onglet recherche et vous allez voir, il va y avoir des meufs nues par défaut. Enfin, nues, on s'est compris. Et c'est un enfer. Un enfer, tu veux même pas en voir. Même sur, pardon, je m'énerve, même sur mon compte, c'est un enfer. Je suis là pour bosser, contenu nutrition, puis t'as forcément un contenu nutrition de quelqu'un qui te dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Même si tu veux pas, ça t'arrive dessus, quoi. Ouais, mais tu sais, les applications des réseaux sociaux, elles sont faites par les plus grands neuroscientifiques. Ils savent exactement comment happer ton attention et comment te maintenir le plus longtemps possible dans l'application. T'aurais pu faire ça. Mets des gâteaux. Génétique. Mets des petits chats, mets des gâteaux au chocolat, mets des putes. Allez, c'est ça, hein? T'avais regardé le documentaire, je crois que tu l'as regardé avec moi, derrière nos écrans de fumée. Ouais. Moi, je comprends pas ces mecs qui disent « Ah putain, j'ai créé Pinterest, aujourd'hui je m'en veux. » Ça, je trouve ça trop facile. T'imagines si après la Seconde Guerre mondiale, là, qui ont dit « Ouais, j'ai créé ce que vous avez compris, je m'en veux. » On leur a dit « Ça se passe pas comme ça, tu peux pas t'excuser. » Mais là, par contre, le mec qui dit « Ouais, j'ai créé Snapchat, je suis désolé. Oh, viens, on fait un documentaire, c'est super. » Mais non, en fait, t'as créé une bombe de destruction massive. Donc moi, je t'excuse pas, en fait.
Non, mais je suis Surtout désolé. qu'il le mais savait très bien. Ouais, Enfin, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Il a créé un outil qui est génial de connecter les gens. Ah oui, mais c'est Oui, trop bien bien. sûr. Les gens en ont fait après le problème. Mm. C'est simplement la perversion du système, malheureusement. Comme Internet. Internet n'a pas été pensé pour faire du porno ou d'avoir des OnlyFans à la base. Hein. C'était quand même une c'est technologie sûr. géniale pour Ouais, connecter les Ouais, gens. mais tu vois, tu pourrais créer une application de photos où tu mets que des belles photos. Donc en fait, au bout de 20 photos, t'es saoulé. Là, c'est que t'as une photo belle, une moche, tu recherches la belle. Et c'est ça, en fait, tu vois. Ils auraient pu juste dire, voilà, bah, il faut que la photo, elle soit top. On va pas se demander qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. On va juste, tu vois, sans algorithme, en fait. Ça aurait pu être une façon d'imaginer un réseau social. Voici la dernière photo qui a été postée. Enfin, non, ça aurait été. Mais du Ouais, coup, j'ai pas de solution, en fait. ce qui est intéressant, c'est que tout ce monde dopamine-like, sérotonine-like, toutes ces choses-là, nous amène en fait à devenir plus en plus dépendant de tout ça et à se dire, voilà, si je veux devenir un surhomme, vraiment une meilleure version de moi-même, je dois être conscient déjà de ça, connaître les pièges, en connaître les limites et travailler là-dessus, quoi. Et ça fait partie de la force mentale où finalement, il y a peut-être 5-10% des gens qui y arriveront vraiment. C'est un gros changement. Justement, en parlant de changement, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui dans les entreprises classiques pour favoriser le bien-être des personnes? Est-ce que vous avez des idées pour ça ou pas? Parce que ça commence à venir petit à petit, on prend conscience que c'est important le bien-être salarié, mais est-ce que qu'est-ce que vous pouvez voir sur ça? Les pousser à être entrepreneur déjà. Ouais. J'adore. On vous a menti. Hein. Toi, tu parlais de Employé, méditation, est-ce que pour toi, il Ouais. faudrait que tout le monde médite? Est-ce qu'il faudrait que tout le monde mange hyper bien le midi, qu'on ait Ouais. des trucs bien carrés? Ouais, il y a des choses que tu peux mettre en place, des petits cours, tu vois, de méditation, de yoga, au moins pour initier les gens, qu'ils aient certaines clés et qu'ils puissent même le pratiquer chez eux par la suite, tu vois, mais des choses très simples. Pas, parce que dès que tu entres dans des techniques complexes, les gens, ils le font pas. Ouais. Donc, je sais pas, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui prend 5 minutes, littéralement. Tu peux le faire 2-3 fois par jour. Ça va t'aider à gérer ton stress. Et après, ouais, là, au niveau de l'alimentation, pourquoi pas arrêter de mettre dans les cantines des trucs ultra transformés, déjà, rien que ça. Ouais. Tu vois, mettre plus d'alimentation brute. Après, aussi aménager l'environnement, tu vois. Avec des fenêtres où tu as plus de lumière naturelle. Moins de lumière qualité de blanche, l'air. là. Éviter trop de lumière blanche. Aménager les bureaux, tu vois, avec peut-être des bureaux qui montent et qui descendent pour faire une station de travail debout, assise, pour avoir plus de mouvement au niveau dans son quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Tapis de remise à la terre, Remise à la terre. environnement lumineux, Ouais. des prises, une connexion filaire pour ton Internet. Ouais. On est sur de l'outil artificiel pour répondre à des besoins Ouais, c'est naturels. Des pauses programmées, une alimentation avec Mm. une vraie cantine avec des besoins programmés. Mm. Un respect de tes règles chronobiologiques. Si tu as envie d'être 2 heures décalé sur les autres pour tes enfants, Ouais. bah, tu as tes 2 heures décalées. Mm. Voilà, il y a un aménagement si tu veux faire plus de travail à la maison. Et surtout, pour moi, le plus important, responsabiliser les employés. Au Brésil, par exemple, à la télé, il y a une émission qui s'appelle Você Sabia, où en fait, on montre à monsieur tout le monde des petites règles hygiénistes de santé, d'alimentation et autres. C'est trop stylé parce que on amène à une population qui n'a pas forcément cette culture de base des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes se responsabiliser. Et nous, en France, on ne le fait pas. Il n'y a pas de programme gouvernemental qui pousse les gens justement à avoir cette forme d'éducation. Petit plan en cuisine sur TF1 le soir. Mais ouais. Non, mais ouais. Toi, parce que toi, t'as pu voir plus d'entreprises aussi. Ouais. Est-ce que tu t'es dit des fois, voilà, sur la cantine que j'ai, je sentais que c'était différent. Oui, tu sens que maintenant, ils essayent quand même de faire attention, mais les gens ne sont pas forcément prêts à mettre le prix aussi. Mhm. Donc, c'est toujours une question de coût-bénéfice. Après, ils n'ont pas forcément tous conscience. Peut-être les salles de sieste, tu vois. Enfin, c'est bien, Ouais, tu je peux peux parler, évoquer des ouais. choses, mais il faut les mettre en place. Mm. Et il faut aussi éduquer les gens à faire ça. Donc, c'est comme les cours de sport. Enfin, oui, il y a des entreprises qui mettent en place des cours de sport entre midi et 2. Mais si les gens n'ont pas envie, enfin, voilà, c'est faire comprendre aux gens que c'est important et que du coup, ça va leur servir sur leur journée, parce qu'ils seront tellement plus productifs qu'ils auront des journées moins longues et moins chiantes, quoi. Mm. Mais voilà, c'est dans l'inconscient collectif, c'est encore compliqué à faire comprendre ça. Donc bon. Les gars, on a un petit jeu. Mm. C'est un oui ou non, un vrai ou faux. Donc, on va vous poser une question, chacun à notre tour. Mm. Ça va aller très vite. En plus, vous êtes deux. C'est la première fois qu'on le fait quand il y a Ouais. deux personnes. Donc, vous devez répondre par oui ou par non. Ok. C'est les mêmes questions pour tous les deux? Oui. Ouais. Ok. Ou chacun. François, tu réponds en premier. Ça roule. Bastien en deuxième. Ok. Vous avez le droit à un joker.
Et si vous voulez détailler quelque chose, on pourra le détailler après. Vas-y. Je t'en prie, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Allez, je commence. Est-ce qu'avoir une bonne hygiène de vie coûte cher? Non. Oui. Est-ce que les produits industriels sont les pires qu'on peut trouver? Oui. Manger bio est plus important que manger local. Manger local, c'est plus important. Ouais, d'accord. Est-ce que faire un sport qui muscle, c'est essentiel? Oui. Est-ce qu'il faudrait revenir à un mode de vie ancestral? J'aime pas trop le terme, moi. Mais je dirais oui. Oui. Est-ce que la viande rouge est cancérigène? Les produits végétaux sont-ils meilleurs que les produits animaliers? On peut pas les comparer, les opposer. donc- C'est oui ou non, François? Non, non, Non. Est-ce que le fromage est à bannir? non, Non. Est-ce qu'il faudrait manger des abats tous les jours? non. Non. Est-ce que les saunas sont essentiels pour une bonne santé? Bah oui, c'est un peu extrême. mais Ouais. Est-ce qu'avoir des enfants est un accomplissement ultime de la vie? Non. Ouais, je dirais que oui. Est-ce que l'obésité est due à l'éducation? Oui. Ouais. Est-ce que la société moderne est responsable de nos troubles du sommeil? Non. Est-ce que l'État est responsable de notre mauvaise santé? Non. Non. Manger des œufs tous les jours est dangereux? Pardon. Oui. Est-ce qu'on doit manger plus d'aliments crus? Oui. Est-ce que le soleil est dangereux? Non. Est-ce que la dépression est la maladie du XXIe siècle? Oui. Ouais. Bien joué. Les questions sont pas faciles. Je suis sûr que vous avez envie de rebondir sur tout. Mm. On a fini sur la question de la dépression parce que c'était un peu de déprime. Nous, on a une philosophie qui est que pour nous, la plupart des gens sont à 50-60% de leur capacité. Et donc, ils comprennent pas ce que c'est la vie, la vraie, les champs des possibles. Tu vois, chaque fois que nous, on dit avec Meryl, on n'est pas fatigué, on bosse jusqu'à très tard. Mais c'est parce que vous êtes jeune. Non, je t'assure que moi, mes potes, ils ont le même âge que moi, c'est pas pareil. C'est que, bah voilà, comme tu disais, le sport, la marche, le soleil, la lumière rouge, la muscu, le sauna, les compléments, les jus de fruits faits maison pressés, bah ça fait qu'en fait, à 20h, je peux être sur mon PC avec des très bonnes idées encore et je suis pas là en mode léthargique parce qu'en fait, dans ma journée, j'ai, comme tu disais, mis du yin et du yang. Ouais. J'ai pas, je me suis pas dit, ok, c'est 8 heures à fond, 8 heures de repos, Ouais, 8 heures de non. sommeil. Et en fait, tu vois, le podcast, ça prend beaucoup de temps à produire. Tu sais, on se rend pas compte forcément, mais donc on a préparé, il faut louer les coordonnées, nos quatre. Enfin, ça prend du temps. T'as les coachings, les compléments, la création de contenu, Ouais, c'est rencontrer du monde, Mm. les réseaux en présentiel, les réseaux sociaux. Mm. En fait, on n'est que deux. Hein. Mm. Et gérer tout ça, bah, c'est grâce à la santé. Mm. Et Comme tu le disais. t'as un peu de déprime, j'ai l'impression, il est dû aussi qu'au fait que les gens sont à 50%, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus rien faire de leur vie parce qu'il leur manque la dopamine, il leur manque de la testo, et finalement, on appelle ça l'enthousiasme de vie, mais cet enthousiasme est hormonal. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais que les personnes comme ça, elles expérimentent ce que c'est d'être en bonne santé, juste C'est ça, pendant pour 1 voir. heure, 2 heures. Ah oui. Et en fait, elles ne reviendraient plus jamais en arrière, tu vois. C'est ça. Une fois que tu as compris à quel point ton environnement, ton hygiène de vie influence ton état de bien-être général, en fait, tu ne veux plus manger comme avant. Tu ne veux C'est plus ne plus bouger ton corps, ne plus prendre soin de toi, tu vois. Pour moi, c'est impensable. Ça a tellement changé ma vie à tous les niveaux que je ne me verrais pas faire marche arrière, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au point où ils vont ressentir ce bien-être-là, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. C'est que les gens n'ont pas conscience de ça, n'ont jamais atteint ce niveau d'énergie-là, Ouais. qui fait que ils se contentent du minimum. Ils disent oh, bah, ça va, en Ouais. fait, je me sens bien aujourd'hui alors qu'ils sont qu'à 60%. et que en vacances, en fait. En vacances, les gens, ils se sentent super bien. Ouais. Et pourquoi? Parce que ils prennent le soleil, comme tu disais tout à l'heure, ils vont à la mer, et ils sont connectés à la terre, ils mangent plus frais, tu vois, du poisson frais, des fruits, etc. Et en fait, c'est une question aussi d'environnement, quoi, tu vois. Tu les remets dans un bon environnement, et tout qui rentre dans l'ordre, quoi. Finalement, ils sont pas déprimés. Ils sont juste au mauvais endroit, tu vois. C'est sûr. Je pense qu'il y a aussi, on travaille trop l'hiver. Mm. Avec Meryl, on pense que l'hiver, on devrait quasiment en fait avoir les grandes vacances et que ce soit l'inverse en fait. C'est que décembre, janvier, on soit en mode off total, Ouais. ou janvier et février, et qu'en fait l'été où il fait jour à 6h et qu'à 6h30, t'as la patate jusqu'à 23h, ce qui fait soleil, c'est là où il faudrait charbonner. Ouais. Et en fait, là, on va plutôt se dorer la pilule, alors que l'hiver, on demande qu'à se reposer. Tu te lèves le matin, il fait nuit pendant 2 heures. C'est dur, en fait. Hein. Et Ouais, on respecte plus les cycles des saisons. voilà, on Avant, devrait avoir les ouais. grandes vacances l'hiver, je pense. Ouais. D'un point de vue de la santé, Mm. ça ferait du bien à tout le monde. Tu te lèves à 10 heures, tranquille, tu marches un petit peu, petit film, jeu de société avec les potes, 18 heures, dîner, dodo. Mm.
tu verrais que l'hiver serait génial. Tout le monde déteste l'hiver. C'est parce qu'on joue pas le jeu de l'hiver. Et on ferait de la pleine nature, on irait marcher, puis on profiterait des bains froids de rivière, de la lumière, de l'odeur des sapins, du moment qu'on passe avec ses enfants. C'est ça la vraie vie. Et je reprends l'exemple du film Matrix. On change de référence là tout de suite. Vous voyez, quand je suis avec mes 2 pilules, ma pilule rouge et ma pilule bleue, finalement, quand tu as commencé à goûter à ce que c'est la vraie vie, que tu as voyagé, que tu as vu comment d'autres peuples primaires vivent, et que tu vois un petit peu la vie de tes parents, la vie les gens autour de toi, et tu te dis, mais comment je peux revenir en arrière? C'est pour ça qu'être entrepreneur aussi, et aussi dans le domaine de la santé, comme tu dis, on va être capable de travailler 16 heures par jour ou alors 10 heures par jour à côté d'un job pour s'en sortir, pour vraiment revenir à ce qu'on sait. On a vu ce que c'était la vraie vie. On ne peut pas retourner en arrière, quitte à avoir un chemin où on en chie un petit peu. Et à ce moment-là, on est dans un mode de vie où on est vrai, tout simplement, vivre vrai. On ne peut pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière. Skin in the game. Ouais, moi, j'ai une question pour toi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais avec des enfants, c'est compliqué. Et comment toi, tu gères ça, du coup? Est-ce que tu arrives à quand même avoir une assez bonne... Enfin, gérer ta santé avec un enfant, le rythme, etc. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent... Je m'occupe pas de mes enfants. Non, je plaisante. Pour ça, il faut comprendre un truc qui s'appelle le dispatch énergétique. Je la fais super rapide et simple. Vous voyez, par exemple, un animal, son dispatch énergétique, ça va être la locomotion, la digestion, la thermorégulation, et s'il reste un peu d'énergie, on va dire l'hormèse, tout ce qui va être homéostasie, tout ce qui va être récupération, etc. C'est à peu près ça. Ça, s'il reste de l'énergie, ça donne finalement des animaux, comme tu dis, qui l'hiver vont hiberner et tout, et qui auront beaucoup plus de temps pour tous les processus de récupération, d'anabolisme et non de catabolisme. Et si je prends un humain, maintenant, sur ce même dispatch énergétique, on aura un dispatch alimentaire complètement fou. On va manger 15-20 ingrédients différents. Donc, on a un capital de base. Vous voyez vraiment ça comme un capital différent d'une personne et une autre. On va avoir une faible locomotion, une activité corticale. Le cerveau, on va se faire des nœuds à la tête. Et ça, c'est très gourmand en énergie. Et s'il reste de l'énergie, et je dis seulement s'il reste de l'énergie, là, on va faire nos processus de nettoyage, de récupération, etc. Quand vous avez un gosse, vous devez prendre en compte que vous avez un capital qui n'est pas extensible. Et vous économisez sur ce que vous pouvez faire. Vous prenez moins la tête, c'est-à-dire que vous évincez les tâches inutiles de prise de tête, donc les réseaux sociaux, par exemple, tous ces trucs-là. Oui. Vous couchez plus tôt, vous acceptez, si vous êtes couche-tard, que vous allez vous coucher à 9h30, alors que vous n'aimez pas ça. Et pour vous coucher à 9h30, il va falloir dîner léger. Vous aimez pourtant manger un gros steak le soir. Non, le soir, vous allez envoyer une grosse soupe parce que l'ensemble de votre total calorique va être plutôt sur le matin, sur le midi, etc. Donc, vous allez avoir une stratégie de réduction de cette charge-là. Au niveau de la diététique, vous n'allez pas manger 20 ingrédients différents. Vous allez en manger peut-être moins de 10. C'est très subjectif ce que je vais dire. C'est un conseil de Johan, ça, moins de 10 ingrédients. C'est un très bon conseil. Et vous allez économiser sur ce que vous pouvez. Voilà. Et vous allez capitaliser. Comment on capitalise? La nature, soleil, massage, sommeil, activité physique, contact humain, toutes ces bonnes choses qu'on a. Ça montre bien que c'est possible. Ça, c'est possible. Ouais. Non, c'est qu'on on entend certains, c'est impossible, c'est très compliqué. Donc, tu as un bon exemple pour montrer que c'est possible aussi. Ils se couchent tard. Ils vont pas faire d'activité plaisir avec leurs enfants, de partage d'éveil. Ce sont peut-être des gens, effectivement, quand on a un travail, qu'on est employé 8 heures par jour, on a des contraintes, on peut pas faire finalement son planning à la carte. Mon entrepreneur, on adapte. Moi, je vais travailler peut-être ce soir quand elle va être couchée un petit peu, mais je vais quand même me coucher tôt. Dispatch énergétique. Vous avez un capital, à vous de le gérer. C'est ça. Écoutez les mecs, je pense que c'était un très très bel épisode. Ouais, il y a full valeur là. Premier épisode avec des pointures de la nutrition et de la santé de façon générale. Donc merci beaucoup, on mettra de toute façon tous les liens en description. Puis on vous donne rendez-vous comme tous les autres dans 5 ans pour faire le point sur à peu près tout. Ça marche. On sera là, on sera au rendez-vous. Super, écoutez, merci, c'était Corps Esprit, c'était François, c'était Bastien, c'était Flavio. À très bientôt. À bientôt.